participé en spectateur à la conférence d'Apple? De gros stress parce que s'imaginer, tu as fait 13 heures d'avion aller, 13 heures d'avion retour pour faire une presse. Bon, si tu fais mal ta presse, quelque part, il y a un petit côté tout ça pour ça. C'est beaucoup d'argent quand même. C'est combien la conférence? Alors, il faut penser au coût total du voyage, Oui. qui est entre 5 et 6 000 euros. Tu vois, je vais poster ça, je vais dormir, et puis le lendemain, je vois les stats, et elles étaient genre monstrueuses. Podcast, 1 minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un coup d'œil non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociation de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200K par an, de lancement en freelance en moins de 2 semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Pradey, tech lead iOS chez Worldline, conférencier et créateur d'une chaîne YouTube sur le développement iOS. Salut Vincent. Salut Lilian, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont écouter ce podcast? Et bah du coup, comme tu disais, je suis développeur iOS avec un petit peu d'expérience. J'ai commencé à toucher à iOS il y a un peu plus de 10 ans de ça, en 2011. Et je travaille depuis 2014, depuis que j'ai eu mon diplôme. Et du coup, j'ai fait un peu d'iOS dans pas mal de contextes. Je suis passé par le groupe Seb, par des... À l'époque, on disait des web agencies, mais on dit plus des mobile agencies. Et du coup, Worldline, depuis 5 ans, où je travaille principalement, à l'époque, sur du développement d'applications mobiles bancaires, maintenant plus sur encadrer techniquement le développement de ces applications, mais du coup, dans un domaine bancaire. Et à côté de ça, depuis fin 2017-2018, j'ai pas mal d'activités sur Internet, tournées sur l'extérieur, on va dire, principalement via des conférences, les conférences spécialisées iOS, qui a plus trop maintenant, mais 2009, il y en avait pas mal à l'époque, et même jusqu'à début 2020. Et du coup, depuis l'été, plutôt la rentrée 2020, du YouTube iOS avec des vidéos enregistrées, quelques lives de temps en temps. Pourquoi tu as choisi de te tourner vers le développement sur iOS spécifiquement? Il y a eu un petit effet, on pourrait dire, presque effet d'aubaine ou bonne coïncidence. Moi, j'étais utilisateur Apple depuis, on va dire, la fin du lycée, le début des études, mais je cherchais pas forcément de stage ou à me lancer là-dedans. Et en fait, j'ai fait mon DUT informatique à Montpellier. Et Montpellier avait une boîte qui s'appelait à l'époque Aquafadas, qui depuis a été rachetée par Rakuten. Maintenant, c'est Rakuten DX aujourd'hui. Mais Aquafadas, c'est une entreprise en fait qui avait beaucoup travaillé sur les softwares Mac à la grande époque des années 2000, où le Mac, son gros point d'argument de vente, c'était iLife. C'était la suite de loisirs créatifs numériques, on pourrait dire. Donc, ils faisaient des logiciels qui étaient vraiment cette optique-là du montage vidéo très simple, mais avec des effets assez puissants. Donc, c'était des logiciels, je crois, il y avait... Ça fait beaucoup Zen, je ne me rappelle plus vraiment les noms, mais je crois Zen Composer, des choses comme ça. En fait, ça rappelle des souvenirs à ceux qui utilisaient Mac à cette époque-là. Et du coup, cette entreprise-là, quand l'iPhone et l'iPad sont sortis, ils se sont mis à se tourner vers la publication numérique, parce qu'ils avaient déjà en fait les compétences via leur expérience sur Mac, donc il y avait une bonne opportunité, on va dire, pour eux. Ils avaient ouvert des stages, et donc moi, j'avais travaillé sur, à l'époque, ils essayaient de prototyper qu'est-ce que pouvait être un livre numérique, et spécifiquement, en fait, les livres numériques pour enfants, où ça a du sens de bien les enrichir avec des jeux, avec des petits jeux de labyrinthe, de coloriage, ou bien comme tu as souvent des livres pour enfants en fait où tu as un haut-parleur dedans et quand tu appuies sur des boutons, ça lit le texte sur les différentes pages.
bah, avoir le même mécanisme quand tu cliques sur la bulle, ça lit le texte en mettant le bon mot en surbrillance, tu vois. Vraiment, c'était de l'expérimentation à l'époque. On est à l'époque de l'iPad 1, donc au tout début. Donc voilà, il y a eu ce stage-là que j'ai trouvé parce que proximité entre le lieu d'études et l'entreprise, c'était dans la même ville. Et puis après, quand il a fallu trouver le stage suivant à Bac+3, j'ai continué là-dedans. Pareil à Bac+4. Je fais une petite pause pour voir un petit peu du bac quand j'étais diplômé pendant un an. Et puis ensuite, je suis retourné sur iOS et j'ai pas lâché depuis. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la typologie des projets sur lesquels tu travailles chez Worldline? Alors aujourd'hui, à Worldline, en tout cas la partie où je travaille, on travaille principalement sur l'application pour des banques. Donc par exemple, on fait les applications iOS de la BNP. Donc si vous êtes client chez BNP, vous avez l'application Mes comptes qui est faite par nous. Si vous êtes chez Hello Bank, la banque en ligne, on fait aussi l'application Hello Bank. Donc c'est le type d'application qu'on produit. Donc principalement bancaire. Tu peux nous donner un petit peu une idée de la taille des équipes chez Worldline pour qu'on se projette un petit peu de... Alors tout dépend de la taille des projets, mais on peut avoir des bonnes équipes, hein. Aujourd'hui, par exemple, le projet qu'on fait pour la BNP, c'est à l'heure actuelle 21 développeurs iOS pour les deux apps. Donc c'est des très très bonnes équipes. Alors c'est amené à fluctuer en fonction des priorités, du moment de l'année et de l'activité que le client a. Mais 21, quand on commence à passer 21 pour de l'iOS sur Lyon, c'est pas mal, hein. Même à l'époque où j'étais chez le groupe Seb, je pense pas qu'il y avait tant de monde que ça, hein. Donc ouais, Non, je pense pas. pour bien comprendre, les banques, en fait, elles ont un gros travail de... En gros, elles veulent avoir une agence numérique, que l'application puisse faire quasiment tout ce que fait l'agence, sauf pour les quelques points où l'agence a encore une valeur ajoutée, mais l'idée, c'est d'avoir le plus de fonctionnalités dans l'application. Donc, grosse ambition, des gros programmes, hein, de transformation numérique. Quand on voit dans la presse, telle banque investit souvent des milliards dans sa transformation numérique, ça inclut, en fait, les applications mobiles. Et souvent, c'est même un des projets les plus importants parce que c'est le front. Donc c'est ce que les clients vont voir. Et donc voilà, on a ce type de gros projets. Et à côté de ça, on a aussi des projets qui vont être de plus petite taille, on va dire, où tu vas retrouver quelque chose de plus classique pour du mobile, c'est-à-dire un Scrum Master, un lead pour iOS, un lead pour Android, et ensuite un ou deux développeurs qui vont venir accompagner ce lead. Là, on est sur des choses, on va dire, qu'on connaît plus, je pense, particulièrement sur Lyon, puisqu'on est tous les deux sur Lyon. Donc voilà, c'est à peu près ça, les types de projets qu'on va pouvoir avoir. Je suis très curieux de connaître les différences que tu as pu voir entre une app classique et une app bancaire. Je pense notamment à l'aspect sécurité. Est-ce que tu peux nous parler des bonnes pratiques de manière très concrète? J'ai un exemple parce que j'ai quelques apps de bancaires sur mon téléphone. Chez Boursorama, tu ne peux plus taper via le clavier ton mot de passe, tu passes par un clavier avec uniquement des chiffres. Alors au début, je me suis dit, mais c'est bête, s'il y a que des chiffres, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de pirater le truc, le nombre de combinaisons, finalement, il est diminué. Mais c'est un clavier dont la position des chiffres va changer ou va se positionner probablement de manière assez aléatoire. Et je suis assez curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, carrément. Alors pour te dire, en fait, la honte pour la plupart des banques, en fait, vont te faire un mot de passe qui n'a que des chiffres, parce que très souvent, tu dois avoir sûrement un service pour consulter ton compte par téléphone, par exemple. Et du coup, il faut que tu puisses saisir ton numéro par téléphone. C'est souvent pour des raisons historiques comme ça que du coup, ils peuvent pas passer à chiffre à lettres, parce qu'il y a ce vieux canal que peu de gens doivent utiliser aujourd'hui, mais tant qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui payent pour, en fait, il faut que ça puisse marcher. Donc c'est sûrement pour ça qu'il y a ça. Et du coup, pour rentrer dans qu'est-ce qui différencie une application mobile bancaire, une application mobile classique, on va dire. Donc évidemment, tu as le sujet, on va dire, sensible, que c'est de l'argent, et que si tu veux hacker quelque chose, plutôt que de venir hacker un moyen de générer un paiement, autant venir hacker directement l'application bancaire. Donc c'est un petit peu, on va dire, le joyau de la couronne si tu veux faire du hack. Et du coup, on pourrait dire, une application bancaire, elle va être différente d'une application normale. Alors tu vas avoir trois différents moments dans ton application. Déjà, tu vas avoir les cas où l'application, en fait, ne fait que afficher des données. C'est-à-dire que c'est le back-end qui fait tout. L'application, tu peux la voir vraiment comme un front à un web service. Et en soi, ce que tu vois, tu pourrais le voir en fait si tu les appels Postman. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que l'application affiche les bonnes données et correctement. Donc typiquement, il faut que le solde du compte soit correct. Parce qu'on imagine s'il y a une erreur, la personne fait un screenshot, il y avait marqué qu'elle avait 1 million alors qu'elle n'avait pas 1 million. Il y a un problème et le screenshot, il pourrait être opposé, on va dire, à la banque. Donc tu vas avoir un effort sur les tests, s'assurer que surtout sur les fonctionnalités critiques, type détail du compte, type virement, voilà, tout fonctionne bien. Et tu vas avoir le fait de s'assurer que la banque reçoit bien les bonnes informations. Donc évidemment, tu vas avoir du HTTPS.
pour que personne ne puisse intercepter. Et tu vas avoir un truc qui est mis en œuvre aussi, qui s'appelle le certificate pinning. Alors, je sais pas si tu connais, ça a déjà mis ça en œuvre de ton côté. Alors, l'idée, en fait, c'est de se dire, la façon dont ça marche, en fait, l'HTTPS dans une application mobile, et même sur n'importe quel navigateur, c'est que tu as un ensemble de certificats, on va dire, route, et ensuite, le serveur auquel tu parles est signé par un certificat qui dépend, on va dire, de ce route. En gros, il a une sorte de contre-signature qui dit « j'ai été émis par telle autorité de certification », et dans ton téléphone, tu n'as que les certificats publics de ces autorités-là. C'est ce qui permet, du coup, quand tu rajoutes un certificat sur un serveur, tu n'as pas besoin de le déclarer à tous les navigateurs et à tous les devices qui sont dans la nature. La faiblesse de ce système-là, c'est l'attaque man in the middle, où tu peux venir très bien venir remplacer, venir intercepter, du coup, les paquets, et dire, OK, l'application envoie au serveur bancaire, mais en fait, elle parle pas au serveur bancaire, elle parle à un mec qui est au milieu, un serveur qui est au milieu, et qui s'occupe du coup de faire le travail de lire ce qu'il y a dedans, s'il veut juste lire, voire pourquoi pas de venir intercepter et modifier les données. Donc le pinning, ça revient à dire, en fait, très complètement, on met dans le bundle de l'application le certificat que va exposer le serveur. Et ensuite, l'application ne va accepter de discuter que avec un back-end, un serveur qui utilise du coup ce certificat. Donc s'il y a un man in the middle, il ne pourra pas marcher parce qu'il va utiliser un autre certificat qui ne pourra pas être, quand on remontera la chaîne de signature, on n'aura pas ce qu'on a mis en dur dans l'application. Donc on vient mettre quelque chose en dur dans l'application. Ça a une conséquence assez forte, c'est pour ça du coup qu'on ne le met pas du coup par défaut dans toutes les applications, c'est que les certificats ont une date d'expiration, et du coup si ton certificat expire et que tu ne l'as pas remplacé, ton app ne marche plus. Donc il y a cette contrainte qu'il faut avoir en tête, et souvent les boîtes qui font ça sont des boîtes qui ont déjà en fait toute l'infrastructure pour pouvoir gérer des expirations du coup de certificats, mais c'est une technique qui en soi n'est pas si compliquée que ça, hein. Il suffit de faire une petite config dans ton client réseau, et même récemment dans iOS ça a été rajouté en natif, tu as un fichier playlist que tu peux mettre avec juste le nom de certificat, et du coup iOS sait le faire, et voilà, en faisant ça du coup tu as empêché un man in the middle, donc ce qui te permet d'avoir confiance dans les données que tu récupères. Ça c'est pour quand tu affiches. Après, il y a donc quand tu affiches, tu n'as aucun métier en fait dans l'application, hein. Tout le métier est sur le back-end. Ensuite, tu as le moment de l'authentification, qui est le moment important parce que c'est le moment, du coup, tu vas récupérer le token qui va te permettre de naviguer, de dialoguer avec l'API. Donc c'est là que tu vas avoir souvent des mécanismes qui vont être mis en place, type clavier aléatoire, comme tu mentionnais. Et en gros, le but de ces mécanismes-là, ça va être à la fois, on va dire, de pouvoir se prémunir contre des keyloggers si tu avais un clavier classique. Donc ça sur iOS c'est pas trop un problème, mais sur Android les keyloggers c'est une menace on va dire un peu plus réaliste qu'il faut avoir en tête. Ou même sans un keylogger, hein, pourquoi pas un SDK qui est dans l'application et qui est malveillant, typiquement qui pourrait venir overrider 7 textes de UI label ou de UI text field plutôt et récupérer tout ce qui est tapé dedans. Donc ça c'est des choses qu'il faut pouvoir éviter. Donc c'est vrai que le mot de passe qui en fait qui est la donnée vraiment importante, du coup que l'utilisateur ne doit pas communiquer, sinon il est en tort, et du coup elle est protégée comme ça. Alors tu as aussi l'avantage du clavier aléatoire, c'est plus pour éviter si une personne te regarde quand tu tapes, elle peut pas repérer avec les mouvements de ta main quel est ton pin. C'est l'avantage, et d'ailleurs les banques, par exemple, au-delà des banques, d'autres font ça. Par exemple, toi tu as vu à Lyon que Velov s'est mis à faire pareil, du coup, avoir ce système de clavier aléatoire aussi, à la fois sur les bornes, ce qui a du sens parce que sur une borne on peut t'observer, mais aussi sur l'app mobile, je pense pour des raisons de cohérence de parcours client. Intéressant. Donc tu vas avoir ce mécanisme de clavier aléatoire, et ensuite tu vas avoir les moments où vraiment l'application bancaire a du métier, c'est-à-dire une action qui a une valeur, sens on pourrait dire juridique. Et là l'exemple typique c'est quand tu viens confirmer une transaction de carte bleue sur l'application, tu viens saisir ton PIN, mais en fait ce qui se passe c'est pas juste ton PIN qui est envoyé à un web service, il se passe exactement ce qui se passe quand tu payes avec une carte bleue. Quand tu payes avec une carte bleue, en fait ta carte bleue il faut le voir comme un ordinateur qui embarque une clé privée. Et quand tu mets ton PIN, en fait, tu déverrouilles la clé privée, et la clé privée signe la transaction dans ton TPE, dans le terminal de paiement, du coup, électronique. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une signature numérique, elle a une propriété cryptographique qu'on appelle la non-répudiation, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire « ce n'est pas moi qui ai signé ». Si c'était signé avec la clé privée, on peut prouver, en gros, que la signature n'a pu être émise que par cette clé privée, et par personne d'autre. Donc, à moins que tu aies donné ton PIN et ta carte à une autre personne d'autre toi n'a pu signer la transaction. On va dire c'est ça. En fait, c'est un peu la propriété qui rend le paiement par carte bleue possible. Sinon, c'était comme avant quand on passait du coup la bande magnétique et qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité derrière. Et du coup, quand tu mets ton code dans une application bancaire pour valider une transaction sur Internet, il se passe la même chose en fait. Quand tu as activé la première fois ce mécanisme, alors qui souvent a des noms commerciaux, la BNP l'appelle la clé digitale,
La Société Générale l'appelle le pass sécu, souvent il y a un nom commercial pour rendre ça, on va dire, compréhensible auprès du client. Le terme que tu retrouves, c'est authentification forte. C'est le terme qui est dans les normes européennes qui régissent ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est quand tu actives ce composant la première fois, il y a une clé privée qui est téléchargée du compte en application. Et quand tu saisis ton PIN, eh bien, tu viens, en fait, signer une transaction avec cette clé privée. Et du coup, c'est ce qui permet de prouver, en fait, que c'est bien toi et d'avoir le même niveau de garantie qu'avec une carte bleue. Et donc là, tu as vraiment du métier qui est fait. Donc, tu vas avoir des SDK qui vont être développés. On en fait un à Worldline, authentification forte. Et là, c'est des SDK où tu vas avoir évidemment des choses comme par exemple de l'obfuscation pour éviter le reverse engineering, mais aussi des outils qui vont essayer d'empêcher l'instrumentation. C'est-à-dire que tu es une personne avec un debugger ou un outil type Frida qui observe ce qui se passe. Et là, l'idée, c'est de venir ajouter tellement de complexité dans ton code que si tu tentes de mettre un debugger, le debugger crash. En gros, c'est l'objectif. C'est ce qu'on appelle des white box dans le domaine de la sécurité. L'idée, c'est d'avoir autant de sécurité que sur un serveur que tu maîtrises, mais sur un device que tu ne maîtrises pas. Et tu fais ça, en fait, en rajoutant un niveau d'obfuscation absolument dingue. Et là, quand on dit ça, vraiment, pour comprendre, c'est qu'il faut imaginer un SDK qui fait un truc très simple, se retrouve à faire 50 mégas parce qu'il y a eu vraiment une explosion du code voulu via l'obfuscation pour rendre l'instrumentation et le reverse engineering impossible de fait. Est-ce que tu peux définir le terme offuscation, s'il te plaît? Alors, tu as raison, ouais, c'est vrai que j'ai pas défini. Donc, obfuscation, l'idée, c'est de rendre le code le plus complexe possible pour une personne qui veut le déchiffrer. Donc, un code, il est compilé, mais il peut être aussi décompilé. Alors, bien sûr, le processus de décompilation, plutôt le processus de compilation n'est pas réversible, parce qu'il y a une perte d'informations. Donc, quand on décompile, on ne récupère pas toutes les informations. Mais quand même, souvent, on peut récupérer le fait qu'il y a eu un appel de méthode, donc il y a des paramètres qui ont été passés, on peut comprendre un peu des choses. Quand on est sur du code, par exemple pour iOS qui utilise derrière de l'Objective-C, en Objective-C, en fait, tous les appels de méthode sont traduits en chaîne de caractères. Donc le nom des méthodes est une chaîne de caractères qui est présente dans l'exécutable. Donc tout ça, ça peut aider un attaquant à comprendre comment marche l'application, à faire du reverse engineering. Donc l'idée en fait de l'obfuscation, c'est de dire, eh ben, on va venir rendre le code illisible, mais volontairement dans la chaîne de compilation, pour qu'une personne qui lit le code derrière aura beaucoup de mal à le comprendre. Donc typiquement, on va venir rajouter des appels de fonctions. Pourquoi pas si on a une valeur, tu vois, imagine par exemple, tu as une constante qui est 40 dans ton code, on va pas écrire 40, on va écrire par exemple 10 plus 5 plus 3 plus 2 fois 2, tu vois. On va venir rajouter des dates de calcul qui ne servent à rien. Alors il y a toujours un compromis évidemment à trouver entre ne pas dégrader les performances à l'exécution et avoir un code obfusqué, évidemment. Mais l'objectif, ça, c'est de rendre du coup le reverse engineering le plus difficile possible, parce qu'à la différence d'un serveur où tu maîtrises l'endroit où le code est déployé, une app mobile, une fois qu'elle est dans la nature, n'importe qui y a accès et peut aller observer à l'intérieur comment elle fonctionne. Ce code-là, le processus d'offuscation, il est fait humainement ou vous avez des outils qui permettent de... C'est des outils qui font ça, hein. C'est des outils. Alors côté Android, ils ont fait plus de choses parce qu'ils ont des outils dans l'open source qui sont pas mal. Sur iOS, c'est des outils commerciaux qui coûtent extrêmement cher. On est sur des licences à plusieurs milliers d'euros, voire peut-être dizaines de milliers pour des gros volumes d'utilisateurs par an. Donc c'est vraiment une expertise de pointe. T'as très peu d'acteurs en fait qui font ça sur le marché aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi des composants qui sont en fait assez compliqués à venir configurer, parce qu'il faut imaginer une des choses qui va venir foutre le bordel dans ton programme, c'est que quand tu as l'obfuscation, comme je disais, tu viens typiquement les valeurs en dur, les rendre on va dire les détruire quelque part, les remplacer par des synonymes qui n'ont aucun sens. Mais si tu as du code réflexif, par exemple, qui vient récupérer un storyboard par son nom, eh ben, ces constantes-là, il faut pas les changer, tu vois. Sinon, la méthode, il faut qu'ils restent les mêmes. Donc, il y a une notion de configuration de l'obfuscateur aussi qui est extrêmement importante, et qui est en fait, mais savoir obfusquer du code correctement, c'est une compétence en soi. C'est intéressant cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément ces notions de l'extérieur, lorsqu'on travaille pas forcément sur des applications avec une composante de sécurité aussi forte. Je suis curieux de savoir, t'es-tu déjà amusé à essayer de décompiler une application, un exécutable iOS, pour voir finalement si t'arrivais à remonter et finalement jeter un coup d'œil dans le code? Alors perso, je l'ai jamais fait, mais principalement parce que le logiciel qui sert à faire ça, un des logiciels qui s'appelle Hopper, coûte quelques centaines d'euros. Du coup, juste pour un petit test, on va dire, c'est pas ultra rentable, mais j'ai déjà vu des gens le faire. Il y a des talks de conférences qui montrent ça, qui sont super intéressants. C'est vraiment cool à regarder.
Ça, c'est pour avoir vraiment une idée de concrètement qu'est-ce qui se passe à l'exécution, comment ça tourne, comment marche en fait la runtime Objective-C. C'est vraiment un exercice que je conseille, pas d'acheter le truc à 200 €, mais de regarder une vidéo de conf qui utilise cet outil-là. J'avais essayé pour une de mes apps, alors c'était un APK, donc c'était pour Android, donc c'était beaucoup plus simple. Enfin, j'avais trouvé un truc en ligne où j'avais drag and droppé grosso modo et j'avais réussi à reverse engineering le code. Et c'est vrai que j'avais retrouvé certains aspects, les méthodes, etc. de mon projet, quoi. Et sur Android, vraiment, tu vas retrouver en plus la structure de classe parce que du coup, la compilation se fait vers du bytecode. Il y a moins d'infos qui est perdu quand tu compiles vers ce bytecode Java que quand tu compiles vers du code machine type ARM, par exemple. Quelle est votre politique de test pour des applications? Un dernier truc à dire sur l'aspect sécurité. Il y a un dernier aspect. Alors celui-là, c'est plutôt les clients qui le gèrent, en fait, les banques elles-mêmes. Mais il y a l'aspect aussi application clone qui viennent se faire passer pour la vraie application avec juste du phishing, en fait. Une application clone qui dirait, tiens, moi, je suis l'application de la banque X. Alors c'est pas du tout la banque X, mais qui réussit à arriver sur le store et parfois avec des techniques du coup de SEO malveillantes, mais intelligentes, réussir à faire croire à un utilisateur que du coup c'est la bonne application ou de coupler cette application avec un faux mail de phishing derrière. C'est encore pire sur Android avec les APK du coup non signés qu'on peut venir faire tourner, mais on imagine sur iOS, une personne avec un compte enterprise du coup pourrait aussi faire ce type d'attaque. Ça demande un peu d'ingénierie sociale, mais c'est des choses qui peuvent exister. Et donc là, il y a aussi des veilles chez les banques pour quand une application de ce type-là est repérée ou un site web pareil clone, du coup les faire retirer rapidement. Au niveau de la politique de test unitaire, etc., est-ce que tu peux nous parler de votre approche aujourd'hui, de qu'est-ce que vous testez sur une application? Je suis très curieux, justement, au vu de l'importance des données et du niveau de qualité que vous devez avoir d'un point de vue d'expérience utilisateur et même des données et tout ça. Quelle est votre approche là-dessus? Donc, en général, sur du bancaire, tu vas toujours avoir, ou quasiment toujours, des tests humains qui vont être faits, et en général par des personnes de la banque. Principalement, on va dire, ça va tester à chaque fois les fonctionnalités vraiment clés de l'application, c'est-à-dire la consultation d'un compte, les virements. Typiquement, c'est un peu la feature qui a un peu de métier, un peu de parsing de données, tu vois, de décodage de montants qui sont saisis, et en même temps qui est hyper critique. Donc, tu vas avoir des passes de tests manuels qui vont être faits sur les fonctionnalités critiques. Et ensuite, alors nous, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est des tests qui vont couvrir le plus de choses possible. On fait des tests unitaires pour la logique métier. On essaie aussi beaucoup, quand c'est possible, de faire en fait des tests unitaires générés automatiquement. Par exemple, on a un petit composant qui nous permet de générer les appels de service web à partir de leur description depuis un JSON. Et du coup, quitte à générer l'appel de service, autant générer les tests en même temps qui vont bien. On a aussi utilisé pas mal de sourceries, donc l'outil de la communauté iOS qui permet du coup de générer du code. Typiquement, on l'a utilisé parce qu'on a un framework, donc on utilise Swinject pour injecter des dépendances, et c'est un framework qui a l'inconvénient de ne pas être compile time safe, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'un Dagger sur Android, si tu oublies d'injecter une dépendance, tu vas le voir qu'à l'exécution, pas à la compilation. Et du coup, une façon de venir combler ce manque, c'est de faire du coup de la génération de code, mais dans tes tests, en disant, je vais prendre tout mon code qui utilise du coup mes composants injectés. Donc typiquement, ça va être essayer d'instancier tous les composants de plus haut niveau, donc les view controllers, souvent dans une application iOS. Je vais essayer de les instancier et vérifier mes tests qui sont pas nuls. Et juste en faisant ça, tu vérifies que tu n'as pas oublié d'injecter du coup des valeurs dans ton code. Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement des tests des web services? Je suis curieux de savoir comment ça fonctionne parce que l'une des qualités qu'on veut généralement lorsqu'on écrit des tests unitaires, c'est le fait qu'ils soient rapidement exécutables. Mais qui dit web service dit pas forcément fiable parce que s'il y a un problème de connexion internet, ça risque d'y avoir des erreurs. Dit lenteur parce que voilà, il y a un appel réseau qui se fait. Quelle est votre approche là-dessus? Nous, souvent, l'approche qu'on va avoir, c'est une approche de dire, du coup, si je veux tester la couche N, je viens simuler la couche N-1. Donc, si je veux tester l'application, je viens simuler les réponses des web services. Et du coup, en faisant ça avec un système de mock, du coup, qui vient bien se coupler avec l'injection de dépendance, du coup, pour pouvoir injecter les versions mockées des services. Et en fait, on va tenter de décoder des JSON, du coup, qui correspondent au retour des services. Alors, autant les retours succès que les retours d'erreur, on va dire, mais on va venir tester par rapport à ça. Et de la même manière, le back-end, lui, est supposé faire ses tests
pour vérifier que ce qu'il exporte correspond bien, du coup, à sa spécification. Et en tout cas, l'application, on la teste comme ça. Si tu veux tester avec des vrais web services, tu peux le faire, ça peut avoir un intérêt pour les tests end-to-end, mais souvent, quand tu ne maîtrises pas les web services, d'autant plus quand tu es prestataire avec du coup ton client qui expose le web service, ça peut être un petit peu compliqué. Donc souvent, nous, on n'a pas trop eu recours à ça. Alors, je prétends pas que ce soit la meilleure pratique de ne pas le faire. C'est souvent des raisons de praticité qui font que tester des données moquées, au final, ça teste que l'application fait bien ce qu'on lui demande. Et alors après, c'est toujours la question de se dire, on va dire, où s'arrêtent les responsabilités. Mais si tu fais un test end-to-end, on va dire, si ce que tu produis, parce que tu livres, c'est un produit au global, c'est logique de tester ton produit, on va dire, de bout en bout. Mais si ce que tu livres, c'est l'application, bah, quelque part, c'est normal de tester uniquement l'application, et puis celui qui produit le web service, qui teste du coup son web service. Alors, c'est super intéressant parce que ça va amener plein de questions de mon côté. Dans ce cas-là, si tu testes avec des mocks, ça veut dire que si il y a côté back-end un petit changement d'une propriété, ça va poser des problèmes. Imaginons. Alors, du coup, ma première question, c'est est-ce que vous mettez, par exemple, toutes vos propriétés dans vos JSON décodables optionnels, en disant on ne sait jamais si il faut anticiper qu'une soit absente et du coup que ça cause des crashs, par exemple, une propriété absente d'un JSON, complètement. Donc, je suis curieux de savoir quelle est votre approche par rapport à ce sujet-là. Et ensuite, à quelle fréquence mettez-vous à jour vos mocks ? Alors, pour la première question, du coup, l'idée, c'est de dire, en fait, le web service, il décode que ce dont il a besoin. Donc, si une donnée est rajoutée, bah, du coup, elle sera ignorée. Par contre, si une donnée n'est plus présente, alors qu'il faut qu'elle soit présente pour l'écran pour que l'écran ait du sens, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une erreur. En fait, sur du bancaire, il vaut bien mieux mettre une erreur et ne pas afficher l'écran qu'afficher une donnée fausse qui pourrait induire en erreur, du coup, l'utilisateur. Donc ça, là-dessus, il vaut mieux faire une erreur que tenter de faire l'approche de show must go on et on va essayer de présenter ce qu'on peut. Donc ça, là-dessus, je dirais presque que c'est presque, on va dire, voulu comme un bon fonctionnement. Et après, bah, c'est quand le service va être mis à jour que tu vas venir mettre à jour ton mock. Alors l'avantage, c'est que les services côté bancaire ont tendance quand même à être assez stables. Ne serait-ce que parce que du coup, les SI bancaires ont du mal, on va dire, sont pas aussi agiles que les applications, souvent. Donc, quand un service est fait, il y a assez peu de chances, on va dire, qu'il change. Mais après, quand tu fais, c'est un compromis, en fait, de dire, je simule la couche N-1. Donc, comme tout compromis, il a ses forces et ses faiblesses. Et effectivement, il y a des angles morts. Si tu as un service qui change, on va dire, sans avoir prévenu les gens qui le consomment et sans être versionné, parce que s'il avait été versionné, il n'y aurait pas eu ce problème-là. C'est souvent quand tu manques de versionning, et ben là, oui, effectivement. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du versionning, mais oui, si ton web service est versionné, normalement, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. C'est vraiment quand tu ne pas versionné que tu peux avoir de soucis, ouais. Donc vous avez quand même une approche défensive dans le sens où vous dites ok, on sait que le web service peut échouer, on sait que potentiellement, même si ça devrait jamais arriver, il peut manquer une propriété et dans ce cas-là, on anticipe et on affichera un message d'erreur. Ah oui, tu affiches une erreur. L'idée c'est évidemment de pas cracher, de mettre une erreur en mettant service indisponible. Et puis du coup, si c'est un problème vraiment de serveur qui marche pas, ça devrait être réparé côté back-end. Et s'il y a un problème d'un serveur qui a changé son API sans informer l'application, et ben là, c'est à voir, est-ce qu'il faut relivrer une version en urgence sur le store, ou est-ce que c'est le back-end qui a fait une bêtise, qui a livré trop tôt, et c'est lui qui fait sa modif, là, c'est à venir régler derrière. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y en a un qui va devoir changer, ouais. T'as jamais eu en 5 ans chez Worldline, vous avez jamais eu des problèmes avec le back-end à ce niveau-là? Alors tu peux avoir des problèmes sur les back-ends, mais en production c'est quand même assez rare parce que les services de production dans le domaine de la banque, pour les changer, tu as des procédures en interne. Parfois tu as des procédures même réglementaires qui imposent vraiment de faire des choses. Par exemple, celui qui conçoit le package n'est pas celui qui le déploie pour éviter du coup des malversations, tout bêtement. Donc on va dire pas trop de soucis là-dessus. Rien qui me vienne en tête. J'avoue que s'il y en avait eu un très précis, en tout cas, je pense, j'aurais pas eu le droit de t'en parler dans le détail, on va dire. Mais non, dans les faits, c'est vraiment pas un problème qui est présent au quotidien. Tu vas plus avoir des soucis, on va dire, d'environnement de recettes qui vont être instables, parce que ça, voilà, c'est utilisé en interne souvent par de nombreuses équipes. Et par contre, la production, il faut s'imaginer en fait un problème de production
pour une banque, c'est quasi immédiatement des articles dans les journaux. Donc du coup, il y a une très très grosse, on va dire, pas frilosité, mais prudence qui est adoptée là-dessus. Et quelque part, ça joue un peu dans la faveur de l'application mobile. Du coup, vous n'avez pas trop la pression en termes de deadline, mais plus vraiment quoique l'un n'empêche pas l'autre, hein, tu me diras. Mais vraiment, on va dire, un niveau de qualité attendu qui doit être très élevé. Ouais, tu vas avoir les deux, hein. Tu vas avoir des notions de deadline en fait, parce que les banques, comme toutes les entreprises, elles ont des logiques, elles sont dans des dynamiques de concurrence. Donc, surtout en ce moment où elles sont particulièrement challengées par des entrants dans le monde des fintech. Donc, tu vas avoir des deadlines par rapport à des périodes de sortie, mais tu vas aussi avoir une exigence de qualité. Et du coup, c'est toute la difficulté de réussir à avoir un bon niveau de qualité tout en ayant une vélocité suffisante. Donc, ça va se traduire par des choix d'architecture, des choix sur l'onboarding pour que les gens arrivent sur le projet avec un bon niveau de compétence. Ça va être des choix en tant que processus de recrutement. Là, c'est vraiment quelque chose qui va venir au final impliquer en fait toute la business unit qui va venir faire ces applications mobiles, parce que quelque part, c'est un peu la spécificité qu'elle va venir apporter. Mais effectivement, là où tu vas avoir une différence, c'est que par rapport à certaines, par exemple, à des mobile agencies qui peuvent avoir une approche, on va dire, on livre l'application pour un événement et après l'application va venir mourir. Pour une banque, une application mobile aujourd'hui, c'est clairement un investissement stratégique qui va être amené à durer dans la durée. On va dire, quand je dis durée, ça va être 5, 6, 7 ans. Donc ça impose tout un tas de choix et de s'inscrire dans une durée longue, dans le temps long. Je change complètement de sujet. Est-ce que tu as un avis sur les technologies cross-platform lorsqu'il s'agit de développer des applications mobiles ? Est-ce que cet avis que tu peux avoir ou pas, il est forgé dans l'expérimentation? Est-ce que vous avez testé des choses? Est-ce que tu as des retours d'expérience à nous partager là-dessus? Alors, je peux donner plusieurs avis. Je peux donner mon avis de développeur iOS qui va dire c'est nul, j'aime pas, ça m'intéresse pas. Après, tu vas avoir mon avis plus d'ingénieur qui va dire c'est des outils différents pour des problèmes différents. Pour moi, faire de l'hybride, si tu veux faire un MVP, ça peut avoir du sens. Encore que actuellement, le no-code a peut-être encore plus de sens. C'est vraiment un MVP pour valider une idée. Si tu fais une application et tu sais que dans 2 ans, elle ira à la poubelle, parce que du coup, tu vas lever des fonds, repartir de zéro, que sais-je, ça peut avoir du sens. Si tu fais une application vraiment pour un événement très court, je sais pas, on est à Lyon, par exemple, imagine l'application pour la fête des Lumières qu'il y avait la semaine dernière, on sait qu'un an après, elle n'existera probablement plus, ou peut-être qu'elle aurait été vraiment rebrandée parce que l'événement a lui-même un branding qui évolue, ça a eu sens de faire de l'hybride. Par contre, pour du bancaire, où tu vas venir te projeter dans la durée, un framework hybride, il n'a pas une durée de vie suffisante pour te projeter dans la durée sur 5, 6, 7 ans. Et en plus, souvent, tu vas faire des choses un peu bas niveau, type ce qu'on disait, l'authentification forte. Et là, du coup, l'hybride ne te permettra pas de le faire. Donc, tu vas devoir faire du natif pour ces parties-là. Tu te mets à faire des bridges entre hybride et natif. Et des fois, tu perds plus que ce que tu avais gagné initialement. Donc, perso, moi, en termes de préférence, j'aime pas des masses l'hybride. Pour ce qu'on fait à Worldline, je pense que c'est pas adapté, sauf qu'à très particulier, mais j'ai toujours eu une situation où ce qu'on a dit aux clients, c'est pas adapté, et on vous explique pourquoi. Et après, dans le sens large, dans le marché, ça peut avoir du sens, hein. Moi, je me rappelle un truc, par exemple, j'étais allé à une conférence en Norvège, qui est un pays qui a un très bon niveau de vie, mais qui est plus petit que la France niveau population. Et eux, ils parlaient beaucoup d'hybride, parce qu'en fait, quand tu as du coup une population d'un pays qui est plus faible, de fait, tu as moins d'utilisateurs, et donc l'hybride a plus de sens, tu vois, dans ce type de marché, par exemple, où tu as besoin d'applications localisées dans la langue, parce que tu as une culture locale qui est très forte, mais une base d'utilisateurs plus faible dans ton pays. Donc, ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à l'autre. L'hybride a du sens pour certaines situations, mais en tout cas, moi, c'est pas un truc que j'aime particulièrement, et pour les projets que j'ai, ça n'a pas de sens. On te verra pas faire des vidéos ou une nouvelle chaîne YouTube avec du Flutter et du React Native. C'est pas prévu dans l'immédiat. Après, faut jamais dire jamais, hein. Sinon, tu as une techno hybride vraiment qui réussit à résoudre tous les problèmes, ou si Google rachète Apple ou Apple rachète Google, on ne sait pas. Je veux dire, tout est possible. Mais dans l'état des choses, les frameworks hybrides, moi, je les vois comme une solution temporaire qui est amenée à être remplacée par une autre solution temporaire quand la puissance des devices sera augmentée et que le langage de programmation, tout l'outillage qu'il y a derrière, en fait, parce que tu auras React Native, derrière, tu as tout un tas d'outils et de briques bas niveau qui rendent ça possible, des trucs type Babel ou autre. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait que tu vas avoir naturellement un cycle
tous les 3-4 ans ces frameworks hybrides parce que plus de puissance sur les devices, de meilleurs outils pour construire de meilleures solutions et du coup de meilleurs frameworks, mais qui fait que les frameworks anciens ont tendance à mourir, ne serait-ce que parce que pour les développeurs c'est moins intéressant de travailler dessus. Tu as fait plusieurs conférences, en tout cas tu as participé à plusieurs conférences sur le développement, tu as donné plusieurs talks, et je suis très curieux de savoir quel est ton processus pour préparer une conférence. Ça demande quand même un certain courage, peut-être que ceux qui ne l'ont jamais fait ne le savent pas, ou quoi, ils doivent s'en douter, de prendre la parole publiquement, puisque tu t'engages, tu vois, tu peux dire des bêtises, tu as 100 personnes, hein, peut-être même plus, en face de toi, qui n'hésiteront pas à appuyer là où ça fait mal s'ils voient ne serait-ce qu'une petite typo sur ta slide. Donc je suis curieux de savoir comment est-ce que tu te prépares lorsque tu fais un talk sur un sujet tech. Alors, là, je pense au processus, je suis pas le plus carré. Il y a des gens qui sont beaucoup plus carrés que moi, il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, déjà, c'est trouver l'idée. L'idée, on va dire, du talk, c'est-à-dire quelque chose qui va intéresser, je me dis, un peu la ligne directrice, c'est de se dire, voilà, la personne qui a assisté à la presse, il faut qu'à la fin, elle puisse se dire, même si elle l'utilisera pas, tiens, là, j'ai appris un truc qui m'intéresse, ou si j'en parle avec un collègue, ou lors d'un futur entretien, ou quoi, ça me mettra en valeur de connaître ça. C'est un peu, voilà, la ligne directrice grosse maille. Après, se dire comment essayer de le rendre intéressant, de trouver les bons exemples. Pas forcément d'en mettre trop. Enfin, c'est toujours un peu le piège de base, hein, vouloir mettre trop de contenu. Vaut mieux un peu aérer et avoir des contenus, des exemples pertinents, on va dire. Et après, vraiment sur le déroulement des confs en soi, moi, je pense que côté iOS, on a quand même la chance. J'ai jamais eu moi de mauvaises surprises et j'ai jamais trop vu de mauvais comportements dans des confs. Enfin, je pense que la communauté iOS est quand même une communauté qui va dire plutôt saine. Alors, quelle est la raison derrière? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'il y a toujours eu derrière, on va dire, l'image de Apple qui contrôle bien ce qui se passe chez elle et que du coup ça rejaillit un peu? Peut-être, très possible. Mais en tout cas, je trouve qu'on a une communauté qui est plutôt saine là-dessus. Et après, on va dire quand tu fais une presse, alors il faut la préparer le mieux possible, évidemment. On peut tous faire des erreurs. Après, moi, je reste quand même persuadé qu'un public, quel qu'il soit, il sent un peu l'intention. Et oui, si une personne est là, que ça se sent qu'elle est là pour se mettre en valeur, pour briller, ou que sais-je, là oui, tu vas avoir des questions un petit peu méchantes derrière. Mais si tu fais ton sujet honnêtement et que les gens le sentent, moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment de mauvais retours. Ça permet d'avoir une question à laquelle tu n'as pas la réponse. Soit parce que la question est extrêmement pointue et tu as plus fait une présentation de base d'un domaine, soit parce que sur l'instant aussi t'as pas eu la bonne réponse qui t'est venue. Tu peux dire je ne sais pas, c'est pas un souci. En fait, les gens ne te jugeront pas, hein. C'est pas possible qu'une personne se dise waouh, ce talk il était vraiment trop bien, j'ai adoré, et à la fin il a dit je sais pas, ah non en fait c'est de la merde. Non, les gens ne marchent pas comme ça dans leur tête. Voilà, déjà souvent plus des questions, des fois ils sont déjà passés à autre chose, ils sont sur leur téléphone ou autre. Donc non, vraiment, je peux que encourager les gens à se lancer là-dedans. Alors il y a moins de confs maintenant, du coup, c'est très compliqué à organiser. Il y a un peu quand même des meet-ups qui existent et qui sont des sortes de mini-confs locales en général au niveau de la ville. Même si par exemple à Paris, c'est 100 personnes le meet-up iOS, donc c'est pas mal, hein, ouais. Une conf, en général, une conf iOS, c'était entre 2 et 300, on va dire, personnes, et ça pouvait monter jusqu'à du 600, par exemple, pour la Dot Swift, quand ils réussissaient à vendre beaucoup de places, parce qu'ils ont un théâtre à Paris, donc très, très beau lieu et beaucoup de monde. Mais voilà, c'est à peu près 200-300 personnes, mais moi, je peux que encourager, si on le fait avec des bonnes intentions, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous partager sur les talks ou un talk que tu as pu faire qui t'a marqué, peut-être? Celui qui t'a marqué en particulier, souvent ce qui marque le plus, ça va être les premiers, hein. Première fois que tu fais une presse à un meet-up, puis à une conf nationale, puis j'ai eu la chance d'aller à Singapour faire présenter 2 présentations, une chaque jour, assez tôt en fait, début 2019. Donc ça, c'est des moments, on va dire, de gros stress, parce qu'il faut s'imaginer, tu as fait 13 heures d'avion aller, 13 heures d'avion retour pour faire une presse. Bon, si tu fais mal ta presse, quelque part, il y a un petit côté tout ça pour ça. Donc voilà, ça rajoute de l'enjeu, on va dire, en tout cas psychologiquement, dans la réalité, même si il n'y a pas un truc foufou, et je pense pas que j'ai fait un truc foufou à l'époque, je l'ai fait honnêtement, mais ça restait le début. C'est pas non plus grave. Non, après, peut-être le souvenir qui m'a vraiment marqué, c'était, mais je pense que tu voulais en parler après, de iOS même.
Du coup, c'est quand je l'ai décliné en mini-sketch sur scène, du coup, avec le truc qui avait été plus ou moins improvisé sur le moment, ce que j'allais raconter. Quand tu te mets à faire un truc qui tient plus du stand-up, en plus en anglais, c'est très différent, le rythme n'est pas le même. Et là, il y a toujours le stress en fait, si j'en ris pas, qu'est-ce que je vais faire derrière? Alors, tu diras aux orgas, la vidéo, venez, on la publie pas, il y aura pas de problème, tu vois, mais si les gens ne rigolent pas, tu vas quand même passer un petit peu pour un con et tu vas te sentir un petit peu tout seul. Donc voilà, c'est plus là, quand tu attends une réaction du public, en fait, quand tu fais une presse, tu vas dire ton contenu, et je veux dire, le public va pas se lever et se mettre à applaudir, allumer les briquets, enfin, on est pas là-dedans, on va dire. WWDC, pourquoi pas, parce que tu as des chauffeurs de salle, en fait, dans les couloirs. Tu n'as pas de chauffeurs de salle dans les couloirs. WWDC, tu as des chauffeurs de salle dans les couloirs, tu sais, avant la conférence d'Apple. Non, je savais pas. Les gens attendent pendant 2-3 heures pour rentrer, et tu as des chauffeurs de salle à l'américaine qui n'arrêtent pas, avec du café dispo à volonté et tout. Donc c'est ce qui explique aussi que le public est assez chaud, parce que comme dans une chaîne télé, le public a été chauffé avant. Hein. Il n'a pas ça bien sûr dans une conférence. Donc voilà. Et donc ouais, mon souvenir, on va dire, le plus intense, c'est sûrement une espèce de mini-sketch plus ou moins improvisé sur le moment. Tu as participé en spectateur à la conférence d'Apple? Ouais, j'ai pu y aller une fois, la dernière en physique, du coup, en 2019. C'était comment? C'était très intéressant, hein, très intéressant. Je prends le terme bateau, genre c'était une expérience humaine fabuleuse. C'est un peu le terme un peu bateau, mais il y a un peu ce côté-là, hein, parce que du coup tu te retrouves à l'autre bout du monde avec un gros décalage horaire, avec pas mal de Français, hein, vers une petite cinquantaine de Français. C'est essentiellement des gens de Paris qui sont là-bas, donc souvent qui se connaissent un petit peu, mais en tout cas les gens sont très sympas. En fait c'est que des gens qui font de l'iOS. Donc ils sont dans le même domaine, donc vraiment tu peux très bien aller à l'Apple Store du Visitor Center, croiser des gens et puis aller manger avec eux le midi, il y aura pas de problème, les contacts vont se faire parce qu'on va dire les gens vont se faire naturellement confiance, on va dire. C'est un peu le côté quand t'es très loin mais avec des gens dans un même domaine que toi, la confiance se crée plus facilement. Donc super intéressant. Et moi aussi petit challenge pro parce que j'étais là-bas avec une personne du coup de la BNP parce qu'on voulait porter l'application Hello Bank sur Mac via Catalyst. Donc il y avait un petit challenge pour réussir à prototyper ça du coup durant cette semaine. Donc très bon événement. Alors, après qui coûte cher à y aller, hein. Il faut une entreprise qui peut le financer ou un freelance peut se le financer, mais quand tu es salarié sur tes fonds à toi, c'est beaucoup d'argent. Je connais les gens qui l'ont fait, c'est beaucoup d'argent quand même. C'est combien la conférence? Alors il faut penser coût total du voyage, hein, oui. qui est entre 5 et 6 000 euros. Parce qu'en gros tu vas avoir entre 1 000 et 2 000 euros de ticket d'entrée. Après 1 000 euros d'avion, les hôtels sont très chers. Ils font x2 à Saint-Rosé, les hôtels durant cette semaine-là. Donc tu vas facilement te prendre du 2 000 euros d'hôtel, voilà, pour les 8 ou 9 nuits. Donc ouais, non, c'est un poste budgétaire, mais t'avais pas mal d'entreprises qui envoyaient quand même des gens là-bas, pas que des freelances. Et c'était pas mal, je trouvais, c'est vraiment une bonne dynamique. Après, pour un freelance, s'il veut faire du réseau, très clairement, enfin je pense que pour lui, c'est rentabilisé. À la fois, il peut se faire un peu des vacances après en optimisant son déplacement. Et rien que pour faire du réseau, je pense que ça les vaut vis-à-vis des clients aussi. Avoir la petite photo sur son site web en disant j'étais là-bas. Mine de rien, voilà, tu fais une application SwiftUI et tu dis j'étais dans la salle quand ça a été annoncé. Forcément, ça va résonner dans la tête de ton client. Donc, c'est une très bonne expérience. Tu as abordé le sujet assez rapidement, mais tu as créé une page Twitter, je sais pas, un compte Twitter. Ouais, c'est un compte Twitter, ouais, tout à fait. Qui s'appelle iOS Meme. Ouais, iOS_meme si vous voulez le chercher avec un S à meme, mais il est pas dur à trouver, il remonte plutôt bien dans les résultats. On mettra tous les liens en description pour les gens que ça intéresse. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, moi, je suis très curieux de savoir comment tu trouves tes idées. Et bien en fait, le compte en soi, ça a été une sorte d'effet de bord en fait de la WWDC, puisque du coup, donc je vais à la WWDC. Après, tu reviens en France, hein, tu prends l'avion comme tout le monde, et il y a un peu ce côté, pendant l'avion, t'es encore un peu tout excité. Pour peu qu'il y ait aussi un Français, tu vois, t'as pu discuter avec lui. Et à l'instant, t'arrives chez toi, t'as fermé la porte. En plus, moi, j'habite tout seul, et t'es un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller dormir parce qu'on est un peu fatigué. Du coup, je suis allé dormir, enfin, j'étais un peu fatigué, mais avant, j'ai posté du coup sur mon compte Twitter le petit mème, c'est Pablo Escobar qui attend du coup devant la table, la piscine, tu vois, qui est tout seul. Je te laisserai le mettre au montage pour que les gens le voient. Du coup, j'avais posté ça, when you get back home after WWDC. Tu vois, je vais poster ça, je vais dormir. Et puis le lendemain, je vois les stats et elles étaient genre monstrueuses. Je voyais genre 100 ou 200 000 affichages du tweet. Le compte que j'avais à l'époque, c'était monstrueux, tu vois. Donc, je me dis, tiens, je suis content de moi.
pour le coup, je me dis, tiens, ça fait plaisir, on va dire, tu vois. Il m'a fallu un mois quand même pour me dire, peut-être on pourrait aller plus loin là-dessus. Et un mois après, je me dis, mais en fait, c'est vrai que cette idée de iOS meme, enfin des mèmes sur iOS, ça pourrait être pas mal. Je vois que le nom est libre sur Twitter, iOS_meme au pluriel. Du coup, bah vite, je prends le handle, hein, tant qu'il est libre. Et puis j'ai commencé à faire ça, du coup, à poster du contenu là-dessus. Et puis vu qu'à l'époque j'étais dans les conférences, bah, du coup je pouvais en parler là-bas. Il y avait la version sketch sur scène qui pouvait se faire. J'avais aussi des stickers. D'ailleurs j'en ai encore plein chez moi parce que j'en avais commandé juste avant le Covid. Mais du coup maintenant ils servent plus beaucoup. Mais j'avais des stickers avec les mêmes qui marchaient le mieux. Et du coup ouais, ça a très très bien fonctionné. Ça me fait très plaisir que ça marche aussi bien. Et pour dire pour les idées, en fait, bah c'est vraiment. Moi, je regardais beaucoup 9gag pendant longtemps, un peu moins maintenant, mais j'ai regardé beaucoup, donc je connaissais un petit peu le domaine. Et puis tu suis un peu des pages de même. Après, le principe, c'est que bah, quand tu as un template, après tu trouves l'idée. Donc des fois, c'est tiens, tu vois le template, tu dis ah, je pourrais faire ça derrière. Ou il y a un événement qui se produit, tu dis ah tiens, on va venir mettre ça dans tel template. Des fois, si des gens m'en envoient du coup en message privé. Et si vous voulez m'en envoyer en message privé, c'est ouvert les DM. Le but, c'est aussi que je puisse avoir du contenu de la communauté. Et du coup, voilà, ça va faire plus de 2 ans que ça tourne et ça se rapproche des 30 000 followers, ce qui est pas mal, hein, parce que je pense que John Snell doit être à 40 000. Donc, quand tu es à 30 000 sur le monde iOS, tu commences à être dans des beaux chiffres. Hein. Tu peux te dire que par rapport à tous les gens qui font la sur Twitter, tu en as une bonne partie déjà. Oui, effectivement, ouais. 30 000 personnes, waouh. Ok. Donc tu as lancé ce compte Twitter, mais tu as aussi lancé la chaîne YouTube qui est venue après, je crois, chronologiquement. Qui est venue après, ouais, la chaîne YouTube, en fait, elle est venue, moi, du coup, pas mal de conférences 2018, 2019, début 2020, donc vraiment de super opportunités. Et puis, mars 2020, le Covid arrive, les conférences physiques s'arrêtent. D'ailleurs, je crois même que quand le confinement commence en France, c'était le moment où je devais être à Tokyo pour travailler Swift Tokyo. Donc, un petit peu le seum, on va dire, ce jour-là. Hein, tu te dis, c'est un peu dommage. Et puis, passer la période de confinement, voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va durer. Moi, au début, j'ai sorti des gens qui étaient dans le déni, qui se disaient, non, mais dans 2 semaines, c'est terminé. Il y a des gens qui me disaient, mais non, enfin, on n'a jamais vu ça de notre vie, un confinement, ça va pas être terminé en 2 semaines. Hein. Et du coup, après, on finit par se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait après? J'ai un peu participé à des conférences qui étaient du coup passées en remote parce qu'elles avaient déjà fait leur appel à sujet et tout, donc autant aller jusqu'au bout. Et puis je me disais, ouais, c'est vrai que ça ressemble plus en fait l'expérience à du YouTube ou à du streaming qu'à une conférence physique. Et donc à la fin de l'été, on va dire l'idée a un peu maturé. Je me suis dit, pourquoi pas faire du YouTube directement. Donc j'ai fait un petit test, un petit épisode pilote, on va dire pour une vidéo interne de ma boîte. J'ai trouvé ma prestation horrible. Enfin, tout était mauvais. Hein. Tout était mauvais, mais de la façon de parler, l'habillement, l'éclairage, la coiffure, tout était horrible. Mais pour chaque élément, je pouvais imaginer comment améliorer, avoir un truc qui pourrait marcher. Donc je me dis, allons-y, on va commander une caméra et un objectif. Du coup, vraiment, j'ai tapé Squeezie Setup du coup sur YouTube et j'ai pris pareil, tu vois. Ce qui n'était pas en plus le plus adapté pour moi parce que du coup, j'ai revendu ça un peu après. Mais voilà, je commande mon matériel et je me dis, on va faire ça du coup. Ça n'a pas été une mauvaise décision, ne serait-ce que pour s'occuper pendant les reconfinements qu'on suivit ensuite. Je trouvais ça intéressant comme exercice, du coup, parler face caméra, parler en anglais, du coup, et avoir cette approche vraiment où tu fais tout, en fait, parce que quand tu fais des conférences, tu dois convaincre le comité de sélection de choisir ta proposition de sujet, mais après, c'est à eux de faire venir les gens, on va dire, de vendre l'étiquette de la conférence. Donc, tu ne fais pas le marketing direct. En fait, tu es plus proche d'un B2B que d'un B2C, si on veut avoir les termes très business, alors que là, quand tu fais une chaîne YouTube, tu dois convaincre les gens de venir regarder. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une sorte de ligne éditoriale qui soit claire, une image qui soit claire, un ton qui soit clair. Donc tout cet aspect-là à venir gérer aussi et qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai été faire ça. Donc ça a démarré septembre 2020. Et depuis, ça se poursuit. Donc maintenant, je suis en rythme de 1 vidéo par semaine. Du coup, une petite pause pour l'eau. Vas-y, bah. Ok, donc 1 vidéo par semaine. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu parlais de ta première prestation. Et alors, je t'avoue que moi aussi, c'était terrible, et pas que la première d'ailleurs, les fois suivantes aussi. Je me suis pris quelques petits tacles, mais en vrai, c'était très gentil sur le fait que je regardais pas la caméra. L'éclairage était pourri, le son était affreux. Il m'a fallu un temps monstrueux pour vraiment avoir un son assez qualitatif, etc. Et du coup, j'oublie ma question.
Ben voilà, tu vois, ça continue encore. Non, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? J'ai bien compris que voilà que la genèse, c'était, tu as vu que voilà, t'as participé à une conférence. Quelle était ta motivation derrière? Tu voulais te créer, on va dire un personal branding. Est-ce que t'as une vision à long terme de ce que tu souhaites faire? Est-ce que t'as une idée aussi de la monétisation? On va en parler un petit peu plus parce qu'il me semble que tu as des partenariats, que tu as fait plusieurs sponsoring. Et très récemment, ouais. Comment est-ce que tu vois ton activité sur YouTube aujourd'hui? Moi, je pense que j'ai démarré ça avec un peu la même idée que pour les cons, enfin le côté un peu challenge perso et aussi axe de développement de carrière. Hein, faut pas se mentir, iOS ça reste une compétence, on va dire professionnelle. Donc quand c'est ton métier, il faut que tu penses à ça aussi. Donc plus le côté challenge pro et comment occuper son temps aussi à une période où il y avait beaucoup de temps à occuper avec pas beaucoup d'activités possibles. Donc c'était vraiment ça la motivation. J'avais alors vu que j'avais déjà fait des confs avant, j'avais assez clairement en tête le fait qu'il y a une montée en compétence qui est assez grosse et sur plein de trucs, sur la façon de passer une caméra, mais aussi sur l'éclairage, le son, il y a plein de choses à apprendre. Et là-dessus, déjà pour se rassurer, je conseillerais à tout le monde, regardez, je pense qu'on l'a tous vu, mais sans y faire gaffe, un making-of d'un film. Derrière un plan d'un film, il y a une équipe de 30 personnes, peut-être. Quand on fait des vidéos, on est tout seul. Donc ça veut dire, dans un film, il y a des gens dont le travail, c'est de vérifier que la personne regarde au bon endroit. Ils mettent des scotch pour dire où il faut regarder. Tu vois, on n'a pas tout ça. Donc avoir un regard qui ne tombe pas bien, c'est normal. Déjà, c'est quand t'as personne pour t'aider, ça va arriver. Évidemment, il faut pas que ce soit trop fort parce que ça peut du coup véhiculer une émotion qui n'est pas celle qui est voulue. Mais c'est des choses qui sont normales. Il y a des trucs aussi qui se font, par exemple, quand on fait un traitement de son, des trucs qui vont disparaître, dont on n'a pas conscience. Par exemple, là, si on traite pas le son, on va sûrement se rendre compte quand on parle, il y a ce qu'on appelle des mouth clicks en anglais, ou des petits bruits de bouche qui correspondent au bruit que fait naturellement la bouche quand on parle près d'un micro sensible. Sur des vidéos, par exemple, j'ai un plugin qui va venir enlever ça. Mais du coup, si tu le sais pas, tu te dis, ah là, c'est horrible, je sais pas parler, c'est pas possible. De la manière, quand on parle, il y a certaines lettres, tu vois les P, les B, ça fait des petites explosions dans l'air quand on les prononce. Là, la petite mousse qui est sur le micro sert à ça. Si on a un micro sans mousse, du coup, je vois que tu as aussi des filtres anti-pop de ton côté. Ça va faire ces bruits qui sont pas agréables. Quand on parle, on peut aussi avoir des petits chuintements qui se font. Et là, moi, j'ai un préampli qui fait les traitements avec un composant qu'on appelle un DSR qui va venir, du coup, atténuer ces chuintements. J'ai aussi un enhancer qui va augmenter un peu les fréquences basses de ma voix. J'ai une voix qui est pas particulièrement grave de base, donc ça va venir un peu la changer pour avoir une voix qui se rapproche un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre en fait dans de la radio ou autre. Donc déjà, il y a de la technique qui est présente derrière, et un peu comme quand on dit les photos de magazines sont retouchées, c'est pareil, le son est peut-être pas retouché, mais en tout cas, il y a des standards auxquels on a été habitué, et quand on n'est pas dedans, on le remarque et on le perçoit comme négatif. Donc on va déjà avoir en tête tout ce qu'il y a en termes de compétences à apprendre. L'éclairage, c'est pareil, hein, surtout quand un éclairage est proche, plus un éclairage est proche de soi, c'est de la physique, et plus la moindre variation de distance va avoir un impact fort. Quand ton éclairage est proche de toi, et par exemple que ton écran, tu bouges de 5 cm, toi ou l'éclairage, ça change le rendu. Donc c'est aussi le moindre mouvement que tu vas avoir, c'est pas évident. Hein. Je tente d'avoir des repères souvent sur ma chaise. Je sais qu'il faut que la nuque touche le coussin. Sinon, c'est que je suis trop penché vers l'avant. Et du coup, ça va pas être agréable à la caméra. Mais quand tu expliques, et vu qu'en plus j'écris pas mes textes, je sors le texte, je veux dire, je le dis en direct quand j'enregistre la vidéo, tu peux facilement, on va dire, naturellement migrer vers une posture un peu comme ça, qui est pas super penché vers l'avant. Quand tu vois la vidéo, tu dis, oh là, mais c'est quoi ce carnage? Mais en fait, c'est naturel, tu t'en rends pas compte. Et dans une émission de télé, ils ont des gens pour leur dire, reste droit, leur rappeler ça et tout. Donc voilà, il y a une montée en compétences. Les premières vidéos seront pas ouf, mais elles devront aussi être publiques, parce que c'est le principe du jeu. Donc il faut avoir ça en tête. Il faut aussi avoir en tête que quand on s'améliore, pour des gens qui regardent un public, voir la personne s'améliorer, c'est aussi quelque chose qui crée un engagement assez fort. Hein. Donc faut pas le voir comme quelque chose de honteux ou autre. Il y a les vidéos du début, voilà, et on regardez, faites l'exercice de prendre n'importe quel youtubeur aujourd'hui qui est connu, par exemple en France, les Amixem, les Squeezie et tout, leurs premières vidéos, évidemment ça a rien à voir parce qu'ils n'avaient pas le même niveau technique, ils n'avaient pas les équipes qu'ils ont aussi aujourd'hui, ceux qui sont à des gros niveaux. Donc voilà, tout le monde a démarré de zéro, et quand en plus il y a peu de concurrence parce que peu de personnes font ça, les gens seront autant plus, on va dire, dignes, on va dire, les gens accepteront autant plus un faible niveau de qualité parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Par contre, soigner le son en priorité, toujours soigner le son en priorité.
parce qu'une image mauvaise, on le tolère assez bien. Un son horrible, le cerveau le tolère très très mal et c'est extrêmement désagréable. Donc pensez micro en premier et après caméra. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, évidemment, puisque j'ai vécu tout ça, j'ai suivi les formations, je me suis abonné sur les chaînes YouTube, j'ai rigolé quand t'as dit le scotch parce que j'en ai partout sur mon sol, c'est un carnage à mon salon. Mais ouais, c'est vrai, et on s'en doute pas forcément lorsqu'on commence, puis petit à petit, à force de voir le rendu, en se disant ah comment est-ce que je pourrais améliorer ça, tu creuses, tu vois, tu tires cette ficelle et tu te rends compte de tout ce dont il y a, tout ce qu'il y a à apprendre. Je suis curieux de voir si tu as vu des bénéfices sur ta carrière suite à l'acquisition de ces nouvelles compétences. Ah ben, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Alors, pour moi, alors, je vais peut-être, il y a plusieurs axes. Déjà, je pense qu'il y a un aspect au niveau de l'expression orale. On s'en rend pas compte, mais il est souvent, en plus, je vais l'avouer, quand je regardais certaines vidéos de youtubeurs, je me disais bon, c'est intéressant, mais il m'apparaît pas très percutant, etc. Et lorsque j'ai été amené à faire l'exercice, à passer de l'autre côté, eh ben, je me suis dit waouh, c'est très difficile finalement de faire ce travail de synthétisation des idées, de l'expliquer. Déjà, on pense ça paraît très clair dans notre tête, mais lorsqu'il faut le verbaliser, c'est une toute autre histoire. Donc déjà, tu as ce premier travail-là. Ensuite, tu as l'aisance orale, ta capacité à articuler pour te faire comprendre clairement. Et mine de rien, mis bout à bout, eh ben, moi, j'ai remarqué des effets positifs sur ma carrière de freelance, puisque je suis beaucoup plus convaincant. Je suis déjà, après, au-delà de l'aspect, je dirais même marketing, qui va attirer les clients à toi parce qu'ils vont te voir, qu'ils vont créer une forme de relation de confiance avec toi parce qu'ils ont l'habitude de t'écouter et de t'entendre, etc. Mais on développe vraiment des compétences fortes sur la communication, sur l'expression et même sur l'aspect technique, puisque tu vas faire ce travail, pour préparer 1 heure de cours, 1 heure de vidéo, il y a plusieurs heures derrière, tu vois, ça vient pas tout de suite, quoi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, l'aspect aisance orale est pas du tout évident, d'autant plus en fait, quand tu vois des vidéos, pour faire une analogie, souvent on dit si on veut apprendre, il faut avoir une référence à laquelle on se rapporte, tu vois. C'est machine learning, t'as tes données d'apprentissage et du coup tu viens ajuster par rapport à ces données-là. Et souvent on ne se voit pas en fait parler, on ne s'entend pas parler, on ne se voit pas en train de parler. Le fait d'entendre sa voix, il paraît que c'est un des plus gros traumatisme pour le cerveau humain parce que c'est pas évident du tout. En fait, la voix qu'on entend dans notre tête quand on parle n'est pas la voix qu'on émet. Le cerveau corrige des choses et quand tu l'entends, c'est malaisant, mais en fait, c'est une réaction, on va dire qui est normale et qui on pourrait dire est hard-codée pour les humains. Donc oui, il y a une très grosse valeur là-dessus. D'autant plus que les gens qui ont une formation technique comme toi et moi d'ingénieurs, même s'il y a l'introduction de l'oral dans ces formations-là, c'est pas non plus des formations type Sciences Po, type avocat, où là, ça va être vraiment une grosse partie de l'outil de travail. Donc c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui parlent très bien de ça actuellement. Tu as Clément Viktorovitch qui parle beaucoup de ça dans l'émission de télé, du coup de l'importance de l'oral et le fait que c'est une des compétences qui est quand même très inégalement répartie socialement, suivant les milieux sociaux. Donc non, super important évidemment. Encore plus tu le fais en anglais, parce que s'exprimer en anglais facilement et en faisant passer de l'émotion est particulièrement difficile. Surtout quand on se concentre, on a très facilement une voix de robot, c'est pas évident et on n'a pas ces marques, on ne sait pas ce qui marche bien en fait de ce qui marche pas bien. Donc ça c'est super intéressant. Et après, évidemment, tu vas gagner, on va dire, en crédibilité. Quand tu as un public qui va te suivre et revenir toutes les semaines, du coup, ça va te donner confiance en toi. Donc, c'est des impacts qui sont très importants. Et par exemple, moi, tu vois, je fais pas mal de soutenance client pour gagner des projets dans le cadre de mon travail à Worldline. Et j'ai pu faire des soutenances clients en parallèle du moment où je faisais mes premiers lives. Et je voyais que vraiment les lives tiraient vers le haut mes compétences en soutenance. Parce que quand tu as fait des lives avec des invités, avec des questions et tout, en fait, c'est pas si différent d'une soutenance. À part que l'enjeu est beaucoup plus gros parce qu'il y a un contrat avec un gros montant derrière. Mais souvent, tu sais, les exemples, ce qu'on peut faire en projet perso, c'est à peu près les mêmes dimensions que la réalité, à part que la magnitude n'est pas la même.
Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et il y a un peu ce côté-là, tu t'entraînes dans une sandbox, vraiment un bac à sable, parce que si tu foires en live, c'est pas grave. Au pire, tant que tu l'as fait honnêtement, voilà, c'est dommage, mais c'est pas non plus la fin du monde. Donc ça permet de s'entraîner assez facilement. Et le jour où il faut vraiment le faire pour de vrai, du coup, ton cerveau a assimilé toutes les choses. Il est capable de passer un peu en mode pilote automatique, en mode réflexe, comme le jour, du coup, tu commences à conduire pour la première fois, qui est une situation un peu inattendue, tu vas avoir un réflexe qui va se mettre en place. J'imagine, je conduis très peu, j'ai le permis, mais je conduis pas. Donc, je prends cette analogie alors que je suis pas du tout bien passé pour l'apprendre, mais tu vois l'idée. Récemment, il y a quelques mois, j'ai participé à un séminaire pour un de mes clients et j'ai été amené en fait, on avait une restitution où on avait collecté, on nous avait donné des feedbacks utilisateurs de l'application qu'on développait. Et suite à ces feedbacks, on devait faire une sorte de travail de groupe où on devait brainstormer, entre guillemets, sur des idées d'amélioration de l'application et ensuite présenter. Donc j'étais dans un groupe de plusieurs personnes. Alors moi j'étais là, je dis qui c'est qui veut présenter, etc. Tout le monde s'est désisté très rapidement et donc j'ai été la personne à présenter devant je dirais une cinquantaine de consultants plus le COMEX. Je crois qu'on dit COMEX, hein, donc c'est les directeurs du gros projet, vraiment c'est les big boss. Hein. C'est vraiment les gros big boss. Et j'étais pas plus stressé que ça. J'ai pris la parole naturellement, j'ai déroulé mes idées. Les gens étaient silencieux, ils m'ont écouté, peut-être même plus que certains, ça peut paraître prétentieux de le dire, mais j'ai vu une différence, tu vois. Et je pense que c'est grâce à ces compétences que j'ai pu développer, grâce à YouTube, grâce au podcast, qui permettent d'être plus percutants, de mieux présenter que la plupart des gens, forcément, qui ne sont pas dans cette dynamique de travail régulière. On te fait d'accord avec toi. Hein, la pratique, en fait, a une grosse importance. Et en fait, si toi tu pratiques et qu'à côté de toi les gens ne pratiquent pas, on va dire, la différence va se créer. Après, tu vas avoir la question du talent, de l'inné. Ça, c'est quand tu es vraiment au niveau ultra compétitif, tu vois, type les acteurs très connus. Voilà, parce que tu as un niveau, tu as tellement de compétition que du coup, la pratique ne suffit plus. Après, tu as ceux vraiment qui ont des unfair advantage. Mais quand tu es dans un niveau où aujourd'hui, dans le monde des ingénieurs, par exemple, tu n'as pas, je pense, une très grosse compétition sur cet aspect-là, ça va peut-être être amené à changer dans les années qui vont suivre. Mais aujourd'hui, on va dire, t'as pas une compétition aussi féroce que dans un monde d'avocats, par exemple. Et du coup, le simple fait de pratiquer va te donner un avantage. Évidemment, le jour où tout le monde pratiquera au même niveau, ou que beaucoup de gens pratiqueront au même niveau, ça suffira plus. Il faudra d'autres types d'avantages. Mais actuellement, je suis d'accord avec toi. Imagine, t'as fait, je sais pas, t'as fait un peu de ski, mais vite fait, pas plus. Le jour où t'es face à une personne qui n'a jamais fait de ski, ça aurait mieux se passer pour toi. Encore une fois, je ne fais pas de ski. Est-ce que tu as reçu des opportunités particulières? Est-ce que tu as vu on va dire, des aspects vraiment purement sur ta carrière, purement monétaire, dans le fait de créer du contenu? Alors on reste quand même sur quelque chose qui a commencé il y a un an, une carrière, on est sur un temps, on va dire, alors pas prendre du temps long, mais on pense plus moyen terme, on va dire, on est moins dans l'action-réaction, donc je pense que c'est des choses qui vont être amenées à se faire sentir au fur et à mesure. En tout cas, sur l'aspect d'opportunité, on va dire oui, il y en a eu très clairement, que ce soit le fait de pouvoir faire des vidéos, tu vois, facilement en featuring avec des gens de très bonne qualité dans la communauté iOS, le fait de pouvoir commencer à avoir des sponsors, du coup, qui te donnent des moyens à la fois pour prendre le temps de préparer des vidéos, d'acheter du coup du matériel, pour avoir du matériel qui soit top pour pouvoir créer ton contenu. Donc là-dessus, ouais, très clairement, je vois du coup des opportunités qui commencent à arriver. Et ça reste quand même important parce que à la fois, tu as des aspects purement financiers, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et puis une des fonctions de l'argent, c'est d'être une sorte, on va dire aussi, de mesure de score quand tu fais des choses professionnelles. C'est un peu cette fonction-là. Et tu as l'aspect, le sentiment de progression est aussi important, hein, parce que faire des vidéos très régulièrement, surtout quand tu as une communauté qui est super cool, mais qui reste quand même petite, on n'est pas sur des vidéos à plusieurs millions de personnes, très clairement pas. Mais du coup, si t'as pas sentiment de progression, au bout d'un moment, tu as un risque soit d'abandonner, soit de burn-out, c'est un trophée. Donc voilà, c'est important d'avoir ce sentiment de se dire, on progresse, on s'améliore, on se professionnalise, on trouve des sujets qui, on va dire plus ambitieux, plus construits. Voilà, d'avoir ce sentiment que ça progresse à tout niveau, parce que c'est ça, en tout cas pour moi, qui est un gros facteur sur la motivation.
Comment tu t'organises aujourd'hui en termes de planning? Parce que tu as ton travail plus ou moins à temps plein, je crois, chez Worldline. Ouais, à temps plein, à temps plein. À temps plein. Tu as ta chaîne YouTube, tu as lui-même. Tu travailles combien d'heures par semaine en ce moment? Alors c'est bien rempli, mais j'essaye quand même de pas, on va dire de pas trop en faire, en tout cas de me limiter niveau temps, parce que ces activités, on va dire, tu peux toujours faire plus, hein, toujours faire plus de montage sur une vidéo, plus rechercher un sujet, donc voilà, faut savoir, on va dire, savoir où poser la ligne et ne pas devenir accro aux stats. Ce que j'essaie de faire en gros, c'est me dire pour les vidéos, tu vois, 5-6 heures par semaine. Donc pour une vidéo par semaine, il y a 5-6 heures, donc on va dire une partie du dimanche. En gros, je vais écrire le contenu de la vidéo, donc préparer le code dans la semaine au fur et à mesure que les idées viennent. Je vais l'enregistrer le dimanche après-midi, la monter, après faire tout ce qui est autour, c'est la petite miniature, l'upload, les différents liens, préparer le tweet, promo et tout, faire la version courte, le petit clip que tu extrais après pour 2 jours après les reposter du coup derrière. Et voilà, j'essaie de me limiter à ça, de pas faire plus. Je pense que c'est assez sain comme rythme. Après, la partie même, c'est plus quand tu as une idée, on va dire, voilà, une idée qui vient, de se dire, je poste quand il y a une idée qui vient. S'il n'y en a pas qui vient, bah, je reposte pas. Il y a eu des périodes où c'était plus actif, d'autres où c'était moins actif sur le compte. Et ensuite, bah, de temps en temps, quand il y a, on va dire, opportunité de faire un truc un peu sympa avec, pourquoi pas quand il y a un sponsor derrière, bah là, du coup, s'investir un peu plus, mais pour un objectif, on va dire, spécifique. Tu vois, par exemple, hier, j'ai fait un live sur le fait que Async Await sur iOS était backporté à iOS 13. C'est bien tombé, parce que du coup, Xcode est sorti lundi, le live était mardi, donc c'est super bien tombé niveau timing. Il y avait un sponsor derrière, et du coup, le sponsor, bah, ce qu'il a sponsorisé, en fait, c'est évidemment le fait de faire le live, mais aussi le temps de préparation. Du coup, là, je me dis, voilà, préparer ce live, ça va me prendre un petit peu de temps, mais du coup, vu que ça fait aussi rentrer de l'argent qui va pouvoir permettre de financer ou du matos ou d'autres choses, ça vaut le coup d'investir ce temps là-dedans. Mais par contre, tu vois, niveau freelance, je dirais pas faire, par exemple, faire des apps pour un client. J'ai essayé dans freelance de ne pas faire, on va dire, des heures. Tu sais, tu peux avoir l'idée où quand tu fais du freelance, en fait, tu fais des heures sup, mais ailleurs, on va dire. Mais tu fais le même boulot qu'auprès de ton employeur. Ça, j'essaye enfin, j'ai même jamais fait. Donc, j'ai pas envie de le faire parce que c'est là où je pense que tu as un risque quand même assez vite d'épuisement, quoi. Je te confirme. Je te confirme. Quels sont les modèles de monétisation? Tu nous parlais du live avec Bitrise. Comment est-ce que tu factures? Est-ce que c'est du temps passé? Est-ce que tu es je sais pas comment on dit, est-ce que t'as un objectif finalement de nombre de ventes, une commission par vente? Comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là? Alors pour te dire, à date, on va dire, parce que c'est des choses qui sont amenées à évoluer, et pareil, moi, au fur et à mesure du temps, t'es amené du coup à trouver des nouveaux business models ou autres. Aujourd'hui, quand je fais un live qui est sponsorisé, c'est un coût fixe en fait, facturé au sponsor. Donc une sorte, on va dire, de package de sponsoring où tu expliques, du coup, il y aura votre logo sur la miniature marqué sponsored by, il y aura un lien dans la description, il y aura une petite bannière durant le live. Là, par exemple, il y a eu une démo de leur produit aussi à la fin du live. Voilà, il y a un package, et du coup, c'est ce package qui est vendu. J'ai pas de lien d'affiliation aujourd'hui ou de choses par rapport au nombre de vues. Je le cherche d'ailleurs pas particulièrement. Donc ça, c'est pour des lives. J'ai aussi commencé à mettre en fait des posts sponsorisés sur iOS même récemment, plus pour pouvoir en fait financer les vidéos. Je l'avais jamais fait avant parce que tant qu'il y avait rien à financer, j'avais pas envie d'aller, on va dire, tu vois, tu sais, le côté un peu l'argent des abonnés. J'ai forcément envie d'aller chercher ça. J'avais acheté 2 packs de stickers. Bon, c'était une centaine d'euros. C'était pas un coût énorme. Mais là, je me dis, du coup, ça peut permettre de financer les vidéos, l'achat de matériel ou autre. Tu vois, très concrètement, hein, on va avoir l'année prochaine le fait de pouvoir sortir des applications, livrer des applications qui auront été buildées depuis iPadOS avec Swift Playgrounds, de builder entièrement une application. J'ai envie de faire des vidéos dessus quand ça sortira. Du coup, j'ai été acheter l'iPad Pro. Et je me suis dit, vu que j'ai eu des sponsors et que ça fait une rentrée d'argent, je vais prendre l'iPad Pro, le 13 pouces avec le clavier et tout. Je me suis pas posé de questions. Tu vois, je me suis dit, je prends un bon truc pour faire du bon contenu. Voilà, ça finance ce genre de choses. Donc, même sponsorisé, pareil, c'est du flat fee. Du coup, pour un post sponsorisé, après, qui reste épinglé en haut du profil, suivant une durée de temps. Et c'est là, suivant la durée de temps, que le tarif va être, on va dire, croissant et dégressif. Et pour les vidéos, je vais commencer à avoir des vidéos, un petit sponsor au début de la vidéo. Et là, pareil, c'est du package où du coup, tu as le fait d'avoir le shout-out
au début de la vidéo, le lien dans la description, l'entreprise, le sponsor qui est mentionné sur les posts réseaux sociaux, voilà, c'est du package avec pareil un flat fee. Comme ça, c'est plus simple pour moi à gérer. J'ai pas à m'embêter. T'as un seul, vu que je fais ça tout seul, ne serait-ce que se rappeler, tiens, le paiement, est-ce que je l'ai bien eu? Bah, c'est un boulot, hein, je pense, tu connais. Donc, si derrière, il faut gérer des liens d'affiliation, vérifier tout ça et tout, j'ai pas envie d'y passer du temps. Donc, des flat fees, c'est très bien là-dessus. Comment est-ce que tu as déterminé le prix de tes flat fees? Pas évident de déterminer un prix, hein. Pas évident du tout. J'ai un peu, à l'époque, j'avais lu un peu des livres là-dessus qui souvent t'expliquent qu'en fait, c'est parfois plus un art de faire un prix qu'une science exacte, d'ailleurs. Donc pas évident. Je me suis un peu benchmarké en fait par rapport au marché. Tout bêtement, en fait, j'essaie d'avoir deux logiques. D'un côté, se dire combien ça me coûte, c'est-à-dire le temps que j'y passe, quel est ce temps et à combien je le facturerais si j'étais freelance avec un TJM qui se pratique sur le marché. Ça, c'est combien ça te coûte, sachant qu'on facture tout, il faut mieux facturer par rapport à la valeur perçue, évidemment, que par rapport à ce que ça te coûte en temps. Et après, benchmarker par rapport tous les gros blogs, souvent ils ont une page sponsor avec leurs tarifs en fait qui sont indiqués. Donc tu peux bien te benchmarker et te dire ok. Et là, tu fais un petit peu d'argent pour dire, bon, alors, si machin, il facture tant et il a tant de vues, et que moi, du coup, j'ai un peu moins d'audience, à combien, tu sais, c'est une sorte de produit en croix et tout derrière. Et puis voilà, ça m'a amené à trouver des tarifs qui sont, alors, on n'est pas sur les youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés qui vont facturer des dizaines de milliers d'euros en placement de produits, hein. Très clairement, on n'est pas du tout là-dedans. On va être plus sur des sommes qui vont être à 3 chiffres et vers le bas des sommes à 4 chiffres, mais vers le bas des sommes à 4 chiffres, quoi. Donc, on va pas être sur des sommes dingues, mais c'est des choses qui sont suffisantes, on va dire, pour financer le matériel dont j'ai besoin. Et par rapport au nombre de vues que j'ai, qui me semble aujourd'hui, ouais, pas déconnante, on va dire. Faut pas se sous-vendre, c'est clair, et je préfère ne rien vendre que vendre des packages ultra bas, parce que je pense que ça n'a aucun intérêt. Tu te dévalorises la valeur perçue auprès de ton sponsor, et en plus, tu vas passer du temps pour pas grand chose, on va dire, même si ça reste quand même de l'argent, mais voilà, le temps que tu as aussi une valeur, et il faut pas non plus que tu crames ton temps et ton énergie. Et voilà un peu comment je marche aujourd'hui, mais en ayant en tête que y a toujours une notion de doigt mouillé derrière. C'est pas évident de faire un prix sous les premières fois, d'aller envoyer le prix et de dire voilà ce que je demande. On sait jamais trop comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont dire oui, est-ce qu'ils vont dire non? Souvent en plus, il n'y a pas tant de sponsors potentiels que ça, donc c'est pas comme si on pouvait tester plein de fois. Donc c'est toute la difficulté, ce qui fait que c'est pas si différent de ce qu'on peut voir sur du B2B quand tu vends des applications dans une grande boîte aussi, hein. Tu as assez peu de leads sur une année, donc il faut bien les soigner. Et après voilà, il faut tester, faut essayer. On sait qu'on fera des erreurs, hein. Il y a sûrement des fois où je me suis sous-vendu, peut-être que je suis encore en train de me sous-vendre aujourd'hui, mais au moins j'ai fait des choses, ça me fait une expérience. Tu vois, t'as des gens qui après école d'ingénieur vont dépenser des grosses sommes d'argent pour faire une année en école de commerce. Au final, moi j'ai fait un peu un truc par la pratique, ça m'a rapporté l'argent plutôt que ça m'a coûté. Peut-être que ça aurait pu me rapporter plus, mais déjà l'expérience que j'ai eue a une valeur en soi aussi. Et puis en tous les cas, c'est pas mon métier, donc on va dire c'est une sorte d'argent de poche plus que je suis très content et dont je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir ça. Mais on va dire, si demain je trouve pas de sponsor, je paye quand même mon loyer, j'ai à manger, tu vois. C'est pas une question de pouvoir assurer son ouais, voilà, même pas parler de survie, mais juste de train de vie quotidien. Je suis en train de changer de posture par rapport. Alors, on m'invite, on me propose souvent d'animer des conférences, des webinaires, etc. Surtout sur l'aspect freelancing pour moi. Et je suis en train de changer de posture. Alors avant, les gens ne proposaient pas forcément de rémunération et tu avais un aspect visibilité, donc tu négociais, eux ils te faisaient tu faisais ta pub en fait durant le webinaire, et donc tu avais cet échange, eux te faisaient de la pub auprès de leur communauté. Alors généralement c'est des boîtes donc ils n'ont pas vraiment de communauté, et toi tu faisais la promotion aussi de l'événement au sein de ta communauté, jusqu'au jour où on m'a proposé 300 € pour 1 heure de conférence. Et je me suis dit, ah oui, quand même, il y a des gens qui sont prêts à payer 300 € de l'heure, c'est pas mal. Alors certes, j'ai eu peut-être 1 heure de préparation avec, j'ai pas hésité à faire la promotion de ma formation, de mes produits, et de même avec des codes promo, etc. durant le webinaire en plus. Donc ça m'a rapporté un petit peu. Et récemment, je me suis dit, ok, je vais complètement changer d'approche.
Et lorsqu'il y a une entreprise qui me contacte désormais, je les questionne sur l'objectif pour eux, sur qu'est-ce qu'ils cherchent à tirer de cette prestation. Donc je vais demander par exemple, ok, aujourd'hui quel est votre modèle économique dans votre boîte? Donc par exemple, je vais prendre un cas classique d'une entreprise qui fait de la mise en relation, tu sais, entre freelance et client. Ils prennent une commission sur chaque freelance qu'ils positionnent, généralement entre 10 et 25%. Donc c'est des missions, ils savent à peu près la durée des missions, etc. Donc ils arrivent à estimer combien en moyenne un consultant va leur apporter. Donc si suite à ma conférence, ils enrichissent leur base de données de 50 personnes et qui savent qu'en moyenne, sur 50 personnes, ils arrivent à trouver, sur une certaine période, une mission à 5 personnes, donc 10%, et que sur ces 5 personnes, ça va leur apporter peut-être 1 000 € par personne, je simplifie pour les calculs, ça fait 5 000 € gagnés. Eh ben, je vais très bien pouvoir proposer 10% de cette somme-là. C'est un minimum. Ah bah oui. Alors 10%, c'est, on va dire que c'est je prends aucun risque, c'est vous me payez 10% tout de suite, quels que soient les résultats. Et sinon le pricing à la valeur, c'est un modèle différent qui est de dire ok, moi je suis prêt à m'engager sur le fait qu'on ait ces résultats et vous ne me payez pas tant qu'on n'a pas ces résultats-là. Et le jour où vous avez par contre ces 5, je veux la moitié. Donc je veux 2 500 € pour la conférence que je vous ai donnée. Pour reprendre mon exemple de calcul. Donc tu reverses un petit peu engineering le truc, tu pars de l'objectif qu'ils cherchent à voir, tu vois, et tu remontes à leur valeur. Alors ça nécessite, c'est pas évident, parce que ça nécessite qu'ils te partagent leur data, ce que certains ne souhaitent pas forcément faire. Et donc voilà, il y a tout un jeu dans la négociation que j'essaie de mettre en place en ce moment. Et sinon, de toute manière, étant donné que assez rapidement tu te retrouves, en tout cas pour ma part, mon planning est ultra rempli. J'annonce des chiffres délirants. Donc maintenant, c'est 2 000 € la conférence pour les derniers, d'une heure. Eh ben, forcément, ça en refroidit certains. Mais je me dis, ok, s'il y en a un qui va acheter derrière, c'est que généralement, ils sont pas bêtes. Il y a cette notion de ROI. Et donc il va y avoir, enfin, les gens certes ils prennent un risque, mais il y a quand même cette idée de retour sur investissement, et je pense que c'est voilà, c'est un moyen de naviguer les négociations que je teste en ce moment. Ouais, non, c'est pas bête du tout. Et puis comme tu dis, à partir du moment où ton temps vient à se restreindre, bah du coup il faut que tu trouves un moyen de d'identifier ce qui a du sens pour toi. Et enfin c'est aussi une des fonctions d'un prix. Hein. Je veux dire, tu as des ressources qui sont limitées. Comment on les répartit dans une population? Peut-être c'est une des définitions peut-être théoriques c'est la loi de l'offre et la demande. l'économie, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, si tu demandes un prix et que les gens sont prêts à le payer, et que ces gens ont, on va dire, un business honnête, un business model qui est honnête, qui respecte la légalité, bah, il y a pas de honte à en avoir derrière. Hein. Clairement pas. Et comme tu dis, ce qui est pas évident, c'est de réussir à estimer quelle va être la valeur business pour ton client, parce que effectivement, il faut des données selon que ton client n'a pas intérêt à te partager, parce que du coup ça joue contre lui pour la négociation, et des fois tu n'as pas forcément, tu vois, toutes les données qui sont claires. Par exemple, pour des missions, tu peux estimer quels sont les TJM, mais si par exemple tu fais la promotion d'un produit et que ce produit n'a pas de prix public, parce que du coup ils sont négociés à chaque fois suivant les tiers d'entreprise, tu vois, des bons tarifs B2B comme on connaît, bah, du coup tu connais ni le prix, tu connais ni la proportion, on va dire, par rapport à tant de prospects qui va convertir, et du coup tu te retrouves à avoir deux inconnus. Et là, je pense pouvoir estimer ce que c'est vraiment, t'as après aucun moyen de tomber juste, et même si tu tombes juste, la personne pourra toujours te dire, mais non, t'as faux. Parce que du coup, t'auras tellement peu confiance dans ton estimation, donc c'est pas évident, mais oui, si t'es capable de le faire, évidemment, hein, et à essayer de faire au moins le raisonnement, voilà, de se dire, je le fais, sur quelle ordre de grandeur je tombe, tu vois, pour se faire une idée. Ouais. J'ai suivi quelques formations là-dessus, justement de consultants. Il y a Alan Weiss, qui est le père du consulting aux États-Unis, qui parle justement de cette méthode-là. Il y a beaucoup d'autres freelances que je suis sur les réseaux, dont américains principalement, qui pratiquent cette méthode-là, et du coup je m'y suis intéressé en particulier pour essayer de la mettre en pratique. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors je sais pas si en France, j'ai l'impression qu'en France ça se fait pas trop. Généralement on fonctionne plus au temps passé ou au livrable, donc on s'engage sur des trucs ultra carrés, il n'y a pas forcément ce partage de valeur, mais j'espère pouvoir le mettre en place bientôt là. En tout cas, j'essaye. Ah, mais c'est une bonne idée, comme tu dis, il y a aussi un côté très culturel derrière. Hein. C'est comme enfin, dans l'informatique, tu vois, les forfaits se font quand même très traditionnellement au forfait
au moins pour démarrer. Après, tu peux imaginer faire un peu de régie du temps passé, mais souvent les projets vont démarrer au forfait. C'est un peu le même type de raisonnement. Et comme tu dis, ouais, c'est très culturel, ça dépend de plein de choses, des habitudes du pays, de sa réglementation, de ce qui régit, on va dire, les entreprises, à quel point une entreprise peut se permettre de prendre des risques ou pas. Donc, ouais, t'as raison, mais c'est intéressant de tester. Et puis, peut-être que tu peux avoir des boîtes qui vont être intéressées. Si un jour tu viens à déborder un peu le marché français et aller sur d'autres pays européens, il se peut que la culture soit aussi assez différente là-bas. Quels sont tes projets pour la suite? Eh ben, écoute, déjà, on verra ce que l'avenir nous réserve, parce que tu vois, c'est pas si évident que ça, hein. 2022, le début de l'année, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va y avoir des confinements ou pas? Plus les jours passent, plus on se rend compte que la question est pas claire, et bien malin celui qui a la réponse. Non, je dirais continuer sur la lancée, en essayant d'améliorer la qualité de ce que je produis, en tout cas la qualité que je perçois sur ce que je produis. Alors, à chaque fois, tu vois, un peu plus ambitieux que la fois d'avant. Là, je suis assez content parce que côté sponsoring, je sens que ça commence à bien fonctionner. Après, souvent, on dit le plus compliqué, c'est de trouver le premier sponsor. Après, une fois que tu as un poste qui tourne, sponsorisé, par exemple, par Bitrise, bah, toutes les boîtes qui vont se benchmarker par rapport à ce sponsor-là vont le voir aussi et vont se dire, bah, si lui a suivi, bah, nous aussi, quelque part, ça a un peu dérisqué, on va dire, le truc. Et c'était pareil pour les conférences. Le plus compliqué, c'est d'avoir les premières références. Donc ça va être cool parce que ça permet de me dire, bah, quoi, je peux m'investir dans ces projets de vidéos. Si j'ai besoin de matériel, bah, du coup, je peux l'acheter, il n'y a pas de souci, dans le sens où je vais pas y aller à perte de ma poche, et je vais pas m'épuiser dans des trucs qui servent à rien. Ça, c'est super cool. Après, je me rends compte au final que l'avantage de ce type d'activité très ouverte vers l'extérieur, c'est que tu peux avoir une surprise qui arrive à n'importe quand dans tes DM. Mais vraiment, quoi, n'importe quand tu peux recevoir un truc dans tes DM Twitter, et ça peut être des trucs, tu peux être invité à une conf à l'époque, tu peux avoir quelqu'un qui te propose de te sponsoriser, et puis du coup ça lance des trucs. Donc moi je me dis depuis quelques temps, depuis on va dire un ou 2 ans, depuis que je me suis bien lancé dans les confs, que à 4 mois, j'ai pas plus de visiter que 4 mois, parce que je sais qu'il va se passer des événements imprévus et qui vont ouvrir des opportunités. Tu vois, je me suis lancé du coup sur YouTube. Après, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas faire les lives? Après, j'ai commencé à me dire, tiens, et si je cherchais des sponsors, etc. Donc là, je pense qu'il y aura des trucs super intéressants l'an prochain. Et je pense qu'il y en a une partie que je connais pas encore, ce qui en soi est quelque chose, on va dire, d'encore plus positif. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, hein. Ça dépend beaucoup des personnalités. Il y a des gens qui ont besoin de structure, de prévisibilité. Moi, ça va, j'ai la chance de pas avoir à stresser pour la fin du mois, parce que j'ai un CDI qui se passe très bien. Mais du coup, voilà, pouvoir expérimenter dans ce domaine-là et avoir ce côté, on verra ce qu'on va pouvoir faire. Il y aura de l'imprévu, mais il y aura des trucs intéressants. C'est quelque chose de super positif. Et typiquement, je vais essayer, je pense, les lives, comme j'ai pu faire un peu hier, avec du contenu qui est préparé. On est sur une sorte de mini formation. Au final, une sorte de mini formation, on va dire, gratuite, qui est faite, mais du coup financée par un sponsor. Ça, c'est un format que je trouve vraiment sympa, parce que tu produis un contenu qui est plus exigeant, on va dire, que celui que tu fais d'habitude, qui est plus fouillé, mais du coup, le temps que tu passes, t'as quelqu'un qui le sponsorise, et du coup, ça permet, on va la refaire. Vas-y. Je m'étais arrêté sur les lives. Et du coup, ouais, ce type de live, c'est un type de contenu qui va être un peu plus exigeant que d'habitude. Tu vas avoir plus de contenu à préparer. Et par contre, ça va te permettre de creuser un peu plus les choses dans le fond. Parce que aussi, un des gros risques quand tu fais de la vidéo, c'est que le format YouTube, en tout cas le format que moi je trouve marche bien sur YouTube, vidéo 10 minutes, 15 minutes maximum, tu peux pas aller aussi loin que tu veux. Et il faut qu'il y ait cette espèce, on va dire, d'effet un peu waouh. Pas obligé sur YouTube, ta vidéo potentiellement, elle est entre Amixem et Squeezie. Donc si tu veux que personne regarde, voilà, il faut qu'il y ait un côté un peu sympa. Alors tu as toujours la partie, tu as les entertainers et les instructors, on va dire. Je reste du côté instructor, mais il faut voir, voilà, on est sur une plateforme quand même qui est faite pour du divertissement à la base. On n'est pas sur une plateforme de formation en ligne. Donc il y a ça à prendre en compte, et je trouve, ouais, c'est les lives, on peut aller un peu plus en profondeur, et je trouve ça pas mal. C'est pas une formation physique qui a aussi son intérêt, et j'en fais aussi, mais qui du coup sont de plus en plus réglementés, et où réussir du coup à vendre les places, c'est une vraie compétence qui est loin d'être évidente. Là, c'est une sorte un peu d'entre-deux qui est pas mal.
Et genre, on a la chance d'être à une époque où avec les technologies, on peut faire du live depuis chez soi avec un niveau de qualité quand même pas mauvais pour quelques milliers d'euros. C'est quelque chose. Ça, je me dis que quand j'étais diplômé du coup en 2014, il n'y avait pas encore cette possibilité-là où uploader un clip vidéo sur Twitter et sur LinkedIn, tu peux le faire aujourd'hui, mais on se rend pas compte qu'il y a encore 10 ans sur Facebook, c'était que des photos. Il n'y avait pas des vidéos, donc le fait de pouvoir envoyer de la vidéo aussi facilement, c'est quelque chose qui est devenu possible que très récemment en fait. Hein. Le streaming qu'on fait là maintenant, alors c'est du rediffusion, mais on enregistre en direct nous, ça marche parce qu'il y a de la fibre, mais avant la fibre, tu pouvais pas faire ça comme ça, uploader du 1080p comme ça tranquillement. Donc on est vraiment à une époque où il y a des possibilités assez folles. Enfin, il y a un côté un peu conquête de l'Ouest, mais depuis chez soi. C'est ça qui est C'est exactement ça. assez marrant. Mais non, on a de la chance, et je pense que tous ceux qui sont dans la tech, on a vraiment de la chance, ceux qui ont été diplômés, on va dire, il y a quelques années, parce que là, on arrive à un moment donné où on a une expérience qui nous donne de la crédibilité. On a aussi, vu qu'on a travaillé pendant quelques années comme ingénieur, on a des moyens financiers si on veut tenter d'acheter du matériel ou autre. Et vraiment, on tombe à un bon moment parce que dans quelques années, tu vois, par exemple, c'est bête, mais on disait génération selfie, génération TikTok. En fait, les gens qui font du TikTok, c'est des gens pour qui se filmer et parler face à une caméra est quelque chose d'extrêmement naturel. Chose qui n'est pas du tout le cas pour les gens comme toi et moi de base. Donc ça veut dire que quand ces gens-là seront diplômés d'ici 6, 7, 10 ans, le rapport qu'ils auront à la création de contenu sera pas du tout le même que le nôtre. Et des fois je me dis, tu vois, c'est un peu comme les gens qui savaient bien parler anglais. Enfin, je dis n'importe quoi, dans les années 90, j'ai pas la culture assez bonne du monde de l'entreprise en France pour situer précisément, mais il y a eu une époque où savoir parler anglais était un vrai avantage quand tu étais ingénieur. Et ensuite, c'est devenu plus une sorte de prérequis. Et c'est peut-être ceux qui parlent extrêmement bien anglais parce que séjour à l'étranger, parce que plein de choses qui vont avoir ça encore comme avantage. Mais aujourd'hui, arriver en entretien, dire, vous savez, je parle anglais, les gens vont te dire oui, et tu vois, c'est plus un avantage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, savoir créer du contenu, c'est un avantage, mais ça va pas durer. Hein. Le niveau va monter, et du coup, ça deviendra un peu une sorte de compétence que tout le monde maîtrisera à son niveau, quoi. Probablement, ouais. Est-ce que tu as des conseils pour les développeurs qui débutent, qui nous écoutent et qui aspirent à progresser, de tous les devs juniors? Quels sont les tips que tu pourrais leur donner? Alors, les tips que je pourrais donner, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser? Déjà, connaître toutes les sources, on va dire, d'informations de qualité qui existent. Par exemple, je vais dire pour le monde iOS, parce que je connais le mieux, les vidéos de la WWDC d'Apple. Je dis pas qu'il faut toutes les regarder, je ne les ai pas toutes vues loin de là, mais les vidéos principales, elles sont super bien construites, elles sont assez courtes, elles donnent des infos de grosse qualité, et t'as plein de gens qui ne les regardent pas, alors que les connaître, c'est un avantage énorme, à la fois en son travail, mais aussi si tu passes des entretiens, par exemple, dire que tu as vu telle vidéo, forcément ça montre un investissement dans tes compétences, dans ton métier. Donc voilà, connaître les sources officielles, connaître aussi les sources de la communauté. Sur iOS, on a de la chance, il y a vraiment des très bons blogs qui existent et qui font un contenu de très bonne qualité. Donc pareil, regardez côté iOS, John Sandel, Antoine Van Der Lee, Donny Valls, je suis sûr j'en oublie plein. Je pense à ceux avec qui j'ai fait des vidéos, donc il y a un biais énorme, mais voilà, connaître tous ces aspects-là. Et je dis pas qu'il faut tout lire religieusement et y passer du temps, hein, mais juste regarder de temps en temps. Tu vas se dire tiens, chaque semaine je regarde un article. Déjà, je pense que c'est mieux que un gros pourcentage des personnes. Donc ça c'est super intéressant à faire. Après l'aspect aussi réseau local. La plupart des grandes villes en France ont des meet-up qui existent. Alors les scènes de meet-up sont un peu moins actives parce que c'est assez compliqué en fait d'organiser ne serait-ce qu'un meet-up en ce moment. Hein, c'est pas si simple que ça. Mais par exemple ceux qui sont à Paris, évidemment il y a Coco West Paris qui a un gros événement, mais je voyais que voilà, il y en a à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, il y avait aussi à Lille un groupe, je sais pas si c'est toujours actif, mais il y en avait un. Ouais, donc dans la plupart des grandes villes, les villes qui ont une scène tech un peu active, il y a ces groupes de meet-up, et c'est intéressant d'y aller parce que alors souvent on va retrouver un peu les mêmes personnes qui vont souvent y aller. Souvent c'est les freelances par exemple qui y vont pour discuter un peu entre eux, mais il y a aussi des entreprises locales. C'est un très bon moyen de se faire connaître. Et honnêtement, une personne par exemple qui cherche un stage dans de l'iOS et qui est pas sûr que ça va passer parce que peut-être elle a une formation qui est un peu moins reconnue ou quoi, aller à un meet-up et parler avec des personnes,
sur Lyon, j'ai rarement vu des étudiants y aller. Et les rares qui y vont, pareil, vu qu'ils sont les seuls, l'avantage est énorme. Et s'ils sont sympas, je pense que ça peut aider énormément à trouver un stage. Et même si on connaît pas grand-chose, c'est pas grave. Le simple fait d'être là, d'avoir fait l'effort, d'être présent à telle date, à tel endroit, montre qu'il y a un investissement de la personne. Donc vraiment pas hésiter là-dessus. Et puis après, tenter des trucs et dans ce qui intéresse. En fait, moi, par exemple, je sais que travailler sur un framework ou un projet open source, ça me saoulerait parce que j'aurais pas la motivation passer les petits moments de découverte. Donc, j'ai jamais été faire ça parce que je sais que ça me donnerait peut-être plus un sentiment d'échec qu'autre chose. Par contre, le jour où j'ai vu, tu vois, le moyen de faire un petit framework, à l'époque c'était autour des KeePath, quand ça commençait sur Swift, de faire ce petit framework-là, je l'ai fait, je travaillais dessus pendant une semaine, et depuis il a plus beaucoup évolué, parce que en même temps il n'y a pas non plus de raison de rajouter trop de choses dedans, et puis voilà, ça m'a fait un petit truc sympa, mais de pas partir dans les directions qui nous conviennent pas, juste parce que c'est ce qui paraît être la norme, et par contre tenter des trucs dans ce qui intéresse. Ça peut être de l'open source, ça peut être du blog, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être faire du TikTok intéressant sous Dava.io. Je reste persuadé que c'est possible de le faire, et je pense qu'il y a des gens qui le font en d'autres technologies, donc vraiment il y a des trucs à jouer là-dessus, et il faut vraiment en fait faut tenter, hein. Il y a un peu le côté tu sais, la réplique d'Audiard, un intellectuel assis ça va moins loin qu'un con qui marche. Il y a un peu ce côté-là, hein. Tu peux avoir des gens qui ont les meilleures idées du monde et qui sont brillants, s'ils tentent rien, au final celui qui était peut-être un peu moins bon mais par contre qui a tenté des trucs, qui a osé, et c'est peut-être lui qui va mieux s'en sortir au final. Donc vraiment pas hésiter à tenter des choses, et tant qu'on les tente avec des bonnes intentions, je pense que ça n'aurait pas mal se passer. Alors on n'est jamais à l'abri évidemment de tomber sur une personne malveillante ou juste une personne qui se compare en faisant des trucs et qui du coup peut le vivre un peu mal et avoir une mauvaise réaction. Mais on va dire si on fait les choses pour de bonnes raisons, on n'a pas à s'en vouloir de tenter des trucs et quitte à être un peu ambitieux. Après, oui, je dis pas que ça arrivera pas, qu'il y aura pas une personne qui va dire, dis donc, tu tentes trop de trucs, tu te disperses, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quelque part, c'est prévu. Faut se dire, voilà, c'est des choses qui arriveront. C'est un peu un impondérable, quoi. C'est comme tu fais du vélo, des fois il y a du vent. Voilà, quoi. C'est des choses qui existent, et il faut juste savoir qu'elles existeront, et faut pas se laisser décourager par ça. Est-ce que tu as aspiré à lancer une app mobile? Jamais. Jamais. C'est pas un truc Jamais. qui te tente. C'est pas un truc qui me tente, non. Pour dire, je m'étais posé la question au début quand j'ai démarré dans iOS, mais au début faire une app mobile, iOS c'était vraiment bas niveau à l'époque, donc ça prenait du temps. Moi j'ai commencé à l'époque des retain release, donc il fallait gérer la mémoire soi-même. Quand tu n'avais pas quand tes UI labels n'avaient pas de attributed string, si tu voulais faire du texte riche, il fallait passer par Cortex, qui était un framework en C, pour gérer du texte bas niveau. Donc iOS dans les années 2011, c'était pas la même chose que iOS aujourd'hui en Swift. C'était beaucoup plus proche en fait du monde de l'embarqué quelque part. Alors j'exagère, c'était pas de l'embarqué, mais c'était beaucoup plus bas niveau que ça allait aujourd'hui. Au début, les premières applications iOS, il y avait tellement peu de puissance qu'en fait souvent, vu que tu avais que ça taille d'écran, en fait, quand tu avais la transparence ou quoi, c'était pas tes composants qui le faisaient, c'était un rendu pré-généré sur Photoshop qui était mis en fond d'écran, et par-dessus tes labels étaient invisibles et positionnés en dur dessus. Donc il y avait plein d'astuces comme ça qui avaient lieu. Les premiers iPhones étaient vraiment pas très très puissants. Et du coup à l'époque c'était beaucoup de temps de travail, tant plus que moi niveau études, du coup j'ai fait l'INSA de Lyon, où t'as quand même pas mal de temps qui est demandé, en tout cas dans le département informatique sur des projets, donc tu peux pas faire des trucs à côté, ou en tout cas ça risque de mal se passer, et c'est un peu dommage de griller, d'avoir un bon diplôme pour ça. Donc non, jamais trop fait ça. Après quand j'ai commencé à bosser, comme je disais, la perspective de faire des heures sup en dehors du travail, mais sur les mêmes types de problématiques, ça m'attirait pas plus que ça. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, tentons plutôt côté blog, côté open source, mais plus des contributions ponctuelles, on va dire. Et après, c'est plus au final l'aspect création de contenu qui m'a intéressé, et de se dire, tiens, dans ce que j'ai vu là, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, qu'est-ce que je pense qui va intéresser les gens. C'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse. Je pense que voilà, pour moi c'est quelque chose qui est très bien. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est bien pour une personne, c'est bien pour tout le monde, quoi. Il faut faire ce qui intéresse, et surtout pas se forcer parce que on a vu machin qui a fait tel truc, ou que c'est ce qui est dans l'air du temps en ce moment. Ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui ne sera peut-être plus demain. Peut-être que l'idée qu'on va avoir, ça va être l'air du temps de demain, quoi. Donc il faut tester. Dans tous les cas, les chances de se planter sont toujours présentes. Mais si on fait les choses intelligemment et qu'on s'entête pas trop,
on va quand même acquérir des compétences. Alors certes, on ne pourrait pas les mettre en valeur autant qu'on aurait voulu, on aura quand même acquis des compétences, et un jour ou l'autre, ça fait quand même toujours une petite différence. Est-ce que tu as des livres à recommander? Beaucoup, je pense beaucoup, et il faut que je me rappelle aussi des... 3, alors ça dépend tellement de ce que les gens veulent faire, sur de l'iOS. Vraiment purement iOS dans les livres qui peuvent être intéressants à regarder pour des gens qui font du Swift. Tous les livres édités par Objective-C.io, donc Obj.io, même s'appelle Obj, aujourd'hui il parle que de Swift, hein. Le nom est un peu historique, c'est vraiment du contenu de très très bonne qualité, qui va parler par exemple de proc fonctionnel en Swift, des points avancés du langage en Swift, c'est super intéressant. Et après, je pense pour les gens qui veulent progresser, tous les livres de Paul Hudson aussi, j'en ai lu qu'un seul à une époque où il y en avait mis un gratuit, du coup j'ai moins parcouru, parce que j'étais un peu moins à la recherche de contenu, mais je pense qu'il y a du très très bon contenu là-dedans. Et après, sinon, niveau livre, j'irais regarder un peu des livres sur les aspects business qui peut être intéressant. Alors il y a des grands classiques, hein, des trucs type de Lean Startup par exemple, The Innovator's Dilemma. C'est plus des gens qui veulent comprendre un peu comment marche le monde du business et des startups aujourd'hui. Des livres sur le marketing aussi, il y a quelques-uns qui sont très très bien et qui ont l'avantage de valoir à peine 10 euros. Hein, donc pour apprendre du marketing, pas besoin de payer 10 000 euros à l'EM Lyon ou à je sais pas qui d'autre. Hein. Il y a des livres à 10 euros qui vont faire peut-être que 40% du job. Allez, je suis gentil, peut-être c'est plus, mais je veux dire que 40%. Peut-être ça suffit, ces 40% là. Donc vraiment, il y a des livres qui sont des best-sellers et qui valent vraiment pas grand-chose. Et après, moi, pour la partie vraiment vidéo, j'ai regardé aussi des livres sur tout ce qui est copywriting. C'est marrant parce que c'est une compétence qui est en train de revenir à la mode avec toute l'économie du web. Alors que c'est une compétence à la base qui vient... alors c'est assez rigolo parce qu'elle vient de la vente par correspondance aux États-Unis. Et quand tu vois ce qu'ils vendaient à l'époque, ça rappelle un peu le dropshipping aujourd'hui. Tu vois, il y a un peu ce côté, on vend des produits pas ouf, mais on a un business model qui fait que si on convainc des gens de les acheter, ça passe. Donc il y a un peu cette filiation qui se retrouve. Alors je dis pas qu'il faut faire surtout pas, ne faites pas du dropshipping, encore moins en 2021. Parce que si on voulait faire les trucs, on va dire, pas très honnêtes avec dropshipping, il fallait le faire il y a 2 ans. Maintenant, c'est peut-être un peu trop tard, je pense, dans tous les cas. Donc, ce serait être malhonnête et bête de le faire maintenant. Parce que tu penses pas que ça marche aujourd'hui, encore le dropshipping en 2021? C'est en train de passer de mode, hein. Même les gros dropshippers disent qu'ils arrêtent le dropshipping, donc ils font de la création de marque. On va dire c'est passé à un autre truc. Hein. Je sens que rien qu'en disant ça, du coup, si tu veux faire des petites miniatures pour attirer du clic ou générer du débat, c'est le bon sujet. Je sens que ça ne m'intéresse absolument pas ce sujet-là, mais des fois je vois un petit peu les débats qu'il peut y avoir et je trouve ça marrant. Je trouve trouver l'histoire des escroqueries intéressante parce que c'est toujours les mêmes mécanismes qui se répètent, mais à chaque fois amplifiés par la technologie. On va dire, c'est entre Ponzi et Madoff, il y a un peu ce système-là. Et du coup, pour revenir au copywriting, c'est une compétence qui est intéressante, c'est vraiment de se dire comment on fait pour écrire un message qui va être percutant. Donc ça peut être aussi bien le titre de journal, hein, c'est l'exemple du copywriting. Ce qui peut être intéressant pour les Français, on a tous entendu à l'école le titre de journal J'accuse sur l'affaire Dreyfus. Un truc qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, c'est pas Émile Zola qui trouve le titre de l'article. Émile Zola, il fait un très long article qui résume toute l'affaire, et son titre d'article, c'est lettre ouverte au président de la République, quelque chose comme ça, quelque chose de très long. Et en fait, c'est la personne qui possède le journal, donc qui est Georges Clemenceau à l'époque, et qui dit non, il faut un titre j'accuse, un titre qui est très frappant et qui était l'anaphore à la fin de l'article j'accuse, mais en fait le j'accuse arrive en fin d'article, pas en début. Et donc voilà, on connaît en France le copywriting par ce j'accuse qui est le titre qui accroche l'œil par excellence. Et cette idée de dire comment en fait avec des mots on va susciter l'envie de faire une action. Alors, l'action, ça peut être de vendre des choses, ça peut être juste de cliquer en fait sur le lien d'une vidéo. Et typiquement, moi, par exemple, aujourd'hui, le copywriting, c'est de dire, ben voilà, quand je fais ma vidéo sur YouTube, il faut que je trouve quelque chose qui va attirer l'attention. Donc, dans la miniature, comment j'explique en quelques mots. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les miniatures, et que ma vidéo est intéressante. Alors j'essaie de mettre un petit bout de code, une petite catchphrase. On a plus de place sur Twitter et LinkedIn, donc là je mets un petit bout de code en premier et après j'explique, tu vois, essayer de dire ce bout de code là on le connaît, on connaît cette situation là, il y a ça qui est embêtant, voilà comment on peut le régler, je vous le montre en dessous. Donc c'est du copywriting, on n'est pas sur des très longues pages de vente, on est sur des choses beaucoup plus courtes, mais ça reste du copywriting. Et là il y a un livre qui est dont j'ai oublié le nom, mais il y en a qu'un seul de livre de copywriting qui est assez bien connu, je pense, qui a été écrit par les gens qui faisaient du copywriting pour la vente par correspondance aux US. C'était les lettres de Gary Albert. Je pense que c'est ça, oui, avec une couverture verte.
et qui est assez compliqué à trouver en France en neuf. J'avais payé peut-être une vingtaine d'euros ou trentaine d'euros sur Amazon et pas en neuf, donc il est pas simple à retrouver en France, mais qui est super intéressant parce que les principes qu'il y a dedans sont un peu universels. Et après, si vous voulez voir du copywriting, il y a plein de contenus gratuits derrière, mais en tout cas, il y a des livres beaucoup moins chers aussi que des formations en copywriting, même si j'ai pas suivi de formation, je connais rien à leur qualité. Mais voilà, ne jamais négliger l'aspect livre. Souvent, c'est moins cher que du savoir, on va dire, pré-mâché, mieux marketé, mais un peu plus cher. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver sur Twitter. Donc souvent c'est Vincent Pradey ou V_Pradey, donc sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube aussi. Pas sur Twitch parce que les lives je les fais aussi sur YouTube. Quand on a quand même, on n'est pas très nombreux sur iOS, donc autant pas s'éparpiller. On va dire faisons tout au même endroit. Sur iOS même, du coup, sur Twitter aussi. Et je pense à peu près tout. J'ai un compte GitHub, mais je suis pas actif en ce moment sur GitHub. Donc encore une fois, c'est la fin qui arrive, je pense. Et j'ai aussi un compte GitHub, mais en ce moment je suis pas réactif sur GitHub. J'ai quelques projets de l'époque, on va dire, mais souvent c'est des projets qui sont plus de la toute première jeunesse. Merci beaucoup Vincent. Bah écoute, merci à toi, très intéressant. Et c'est pas toujours que je fais du contenu en français, c'est même assez rare. Donc c'est assez intéressant d'en faire. Hein. C'est différent de faire du contenu en anglais. On est plus à la maison, plus